Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connection, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour vous faire le débrief de la main card de l'UFC 311. UFC qui a eu lieu dans la nuit du 18 au 19 janvier, donc ce week-end à l'Intuit Dome d'Inglewood. C'était un bel UFC. Moi, je suis pas déçu de cette UFC, à part peut-être du main event qui a été modifié. On en parlera parce qu'on a appris l'annonce de cette modification après le podcast justement d'actu. Donc, on n'a pas eu l'occasion de dire ce qu'on en pensait. Donc, ça sera l'occasion d'en parler. De toute façon, je pense que ça sera plus long de parler de ça que de parler de ce qui s'est passé dans le combat, vu que le combat était très rapide. Mais ça sera le dernier combat auquel on va parler. Avant ça. Juste rappel et découverte aussi donc d'un jeu concours pour notre partenariat avec Import Fight. On vous l'a dit souvent, c'est-à-dire du matériel qui n'est pas vendu en France, qui n'est vendu en France que sur ce site, qui est du matériel comme Corner qui sponsorise par exemple Belal Mohamed ou Alex Pereira, mais aussi en boxe Hit and Move. Et justement, ce jeu concours concerne cette marque Hit and Move. Il y a une paire de gants pro, donc à lacet, de gants de boxe qui est d'une valeur de 249 € à gagner avec un jeu concours dont vous retrouverez toutes les modalités sur notre Instagram, d'accord, ou sur Twitter aussi, je l'ai partagé sur Twitter. Donc jeu concours qui va se terminer le mardi 28 janvier à 20h. N'hésitez pas, franchement, j'ai vu la paire de gants, c'est une magnifique paire de gants et en plus c'est du matériel de qualité. Donc voilà, donnez de la force. Ça prend 2 secondes, il faut juste notifier des personnes, liker la page, s'abonner, comme d'habitude, comme tous les jeux concours. N'hésitez pas, franchement, ça serait dommage de passer à côté parce que voilà, c'est rare d'avoir un concours avec une valeur de gain aussi grande aussi, tu sais, dans du matériel. Donc il faut le notifier. Il faut le notifier. Et si vous voulez ne jamais perdre aussi, il y a le code Tatami15 qui est valable jusqu'au 4 février pendant le moment des soldes pour avoir 15% sur toute la boutique. Donc là aussi, n'hésitez pas parce que si vous jouez, vous gagnez 15% à chaque fois. Donc faut pas hésiter. Tu sais, le mec, c'est parfait. En tout cas, on commence. Comment ? Quel commercial ? Exactement. Attends, j'ai fait un BTS négociation relation client, moi, monsieur. Ça me connaît, le business. Donc voilà. On commence avec le bas de la carte principale. Je vous ai dit, on ne parlera que de celle-ci sur cet événement. Avec le combat de Reiner Derrider contre Kevin Holland. Donc Reiner Derrider qui faisait son deuxième combat à l'UFC. Justement sur cette carte-là. Premier combat qui n'avait pas vraiment conquis le public parce que un rythme très bas. Enfin voilà, il avait gagné, mais c'était pas non plus on va dire le banger, on va dire que les gens peut-être espéraient, parce qu'en fait on n'attendait rien, mais bon, tu sais, peut-être que les gens espéraient ça. En tout cas, ils avaient tous été un peu déçus. Force est de constater que là, il s'est débarrassé de Kevin Holland assez rapidement avec une stratégie très simple, lutte sol. On va pas se mentir, ça a été très tôt, il est rentré tout de suite dans les jambes pour amener. Par contre, son travail au sol, super intéressant de contrôle, de détail, parce que en fait, déjà il a réussi à sortir des tentatives de triangle après son amené au sol de Kevin Holland assez facilement. Et Kevin Holland, on sait qu'il est pas dégueu au sol. Enfin, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est pas quelqu'un qui est novice en sol. Alors, Kevin Holland, tu peux jeter comme disait Julien dans Mandal, tu jettes la pièce, tu tombes d'un côté ou de l'autre, et ça dépend de Kevin Holland que tu auras pour ta soirée. Mais force est de constater quand même qu'il est quand même bon. On l'a vu contre Jacare, il est capable de mettre des KO même au sol dans des positions improbables. On l'a vu plein de fois, quoi. Il sait s'en sortir après, contre. Tu sais, ça, c'est le genre de choses qui surprennent une fois. Maintenant, les gens, ils se font plus surprendre. Et là, quand tu as un grappleur, parce que pour le coup, il est venu en mode full grapp des Raiders. Il cherchait même pas forcément à faire du grand end pound. Même son grand end pound, il était très timide. En fait, c'était juste pour ouvrir, quand il met son grand end pound, c'est pour ouvrir la garde, pour que Holland reprenne de la distance, il en profite pour passer. Mais mis à part ça, tu sens qu'il est là pour soumettre, et uniquement pour soumettre. Et ça fait toute la différence. Parce qu'ils sont pas habitués, en général, les mecs du MMA, à combattre des purs grappleurs, en fait. Des mecs qui viennent que pour ça. Et là, ça a été un bel exemple, je trouve, sur cette UFC, de mecs qui cherchent la soumission. Ouais, je suis d'accord.
Et effectivement, juste pour finir sur le niveau de Kevin Holland, quand même, il faut rappeler que même contre Khamzat Chimaev en short notice, tu sais, c'est un des mecs qui avait le mieux réagi à cet takedown, si tu te souviens bien, avec les scrambles et tout ça. Alors, ça n'a pas duré super longtemps, on va pas se mentir, parce que ça reste Khamzat Chimaev, et on sait que son chemin, il est bien fait. Mais tu vois, c'est pas quand, en fait, c'était pour compléter, c'est pas une quiche au sol. C'est ce qu'il fait. Tu vois, d'ailleurs on le voit, hein, il galère un peu à passer sa garde au début, Rainer de Rieder, tu vois. Pourtant, il a un excellent niveau au sol. Il faut rappeler que de Rieder, il avait rivalisé avec André Galvao sur un combat de grappling au ONE FC. Donc c'est pas un mec comme ça, quoi. C'est pas un mec qui fait du sol comme ça. C'est vraiment un spécialiste du sol. Maintenant, force est de constater qu'une fois qu'il a réussi à passer la garde, il l'a tassé, tu vois, il a voulu le tasser justement pour lui passer la garde. Et là, tu as Kevin Holland qui s'est remis en turtle, pareil, hein, bon réflexe, sauf que derrière, il lui a attaqué le dos directement. Et pareil, deuxième bon réflexe, il s'est mis penché vers l'avant, tu sais, il s'est remonté sur ses mains, sur ses pieds, penché vers l'avant pour faire glisser de Rieder, sauf que sa saisie beaucoup trop forte. C'est son placement déjà. Déjà, son placement au niveau des bras, tu sais, il n'est pas en seatbelt, il a vraiment les deux bras sous les aisselles, donc il y a une double cale pour éviter de tomber. C'est exactement ce qu'il faut faire quand l'adversaire se remet sur les mains. Exactement. Et puis son triangle, il était vraiment fort, tu vois. Il s'est pas entêté à mettre le deuxième crochet, il a croisé les pieds, il avait qu'une jambe en fait, derrière les fesses. Puis après, il a eu un travail, il a pris une sorte de kimura, tu vois, pour décrocher la main du sol, une sorte de kimura trap pour faire rouler. Et puis, dans la chute, quasiment, en fait, il rentre tout de suite sur l'étranglement. Hein. Ça tarde pas. Ouais, même si j'ai trouvé qu'Hollande, quand même, il avait un peu accepté, tu vois, cet étranglement. Parce que tu vois zéro défense. Enfin, tu sais même pas essayer de dégrafer les mains ou quoi que ce soit. Tu sais, il s'est rentré et puis après, bah, il a attendu de taper. Tu sais, ça, c'est un truc que j'ai remarqué souvent. Tu sais, des gens qui, en fait, se disent, je vais tenir. Enfin, tu sais, c'est inconscient, mais tu sais, de se dire, ouais, non, mais je vais tenir. En fait, non, tu vas pas tenir. Tu vas juste taper. Ça mettra juste peut-être un peu plus de temps que normal. Mais essaie de dégrafer les mains, essaie de pivoter tes hanches, essaie de présenter ton épaule. Enfin, tu sais, il y a plein de situations de défense possibles pour cette attaque-là. Donc, et là, forcément, il l'a pas fait. Tu sais, le travail qu'a fait Rainer de Rieder là pour justement faire chuter, tu sais, c'est un travail qui avait été montré il y a longtemps sur un DVD de BJJ Fanatics de Gordon Ryan. Tu sais, où il expliquait en fait dans cette position comment se placer, se positionner pour faire chuter l'adversaire, pour le faire rouler. D'ailleurs, enfin, tu sais, c'est marrant parce que hier j'ai tourné 3 vidéos qui vont sortir sur la chaîne Alpha Fight Club là, et dont une qui est comment quand justement le mec est dans cette position là, alors pas accroché dans le dos, tu vois, mais quand tu as fait poser les mains à ton adversaire là pour aller chercher le dos au sol, comment en fait mettre la pression sur un des piliers pour faire sauter les 4 piliers. En fait, tout simplement, tu sais, c'est comme une table. Hein. Tu coupes le pied d'une table, il y a la table qui s'effondre. T'as besoin de couper qu'un seul pied. Et c'est un peu la même chose. Le fait d'effacer un seul membre, donc un seul des bras, fait que tout le reste va finir par chuter et va finir par tomber. Donc c'est ça qui est intéressant. Tu vois, et j'ai bien aimé parce qu'on a retrouvé ce travail-là justement sur cette UFC là, quoi. Ouais. Non, victoire claire et nette. Écoute, on va voir. En fait, c'est difficile de juger du niveau de Rieder sur ce combat. C'est-à-dire qu'il fait le match parfait. En même temps, l'opposition n'a pas été non plus ouf. Donc, attendons de voir. Je m'emballe pas sur le combattant. Ouais, je suis d'accord. Moi non plus, j'attends de voir parce que Kevin Holland, on sait, hein, il est capable, on l'a dit tout à l'heure, il est capable du meilleur comme du pire. Donc, mais bon, c'est une étape de plus de passer, c'est de la confiance, de prise aussi, c'est ça. sais. Non, c'est ça. Donc, c'est ça, parce que comme tu l'as dit, se débarrasser d'Holland aussi facilement, il y en a peu qui l'ont fait. Oui. Donc oui, c'est quand même une bonne chose. Donc attendons de voir. En tout cas, il a l'air de combattre assez régulièrement. Là, en plus, il a pris 0 dégâts. Donc je pense qu'on va le revoir très vite. Je pense qu'ils vont le faire monter assez vite quand même, jusqu'à un niveau. Parce que ce que souhaite l'UFC, c'est en général, quand ils prennent un champion d'une autre organisation, c'est qu'il se fasse stopper pour montrer la suprématie de l'UFC. Donc je pense on va voir ce qu'ils vont lui mettre dans les pattes pour le prochain combat. Mais ça reste quand même intéressant de voir cette continuité d'action pour lui, quoi. Donc voilà. On continue avec Jailton Almeida contre Sergey Spivak. Donc pareil, hein, avec Almeida, on s'attend aussi à du sol de base. Déjà, quand tu le vois, tu sais qu'il y a une chance sur 2 que ça finisse au premier round. Il y a eu même 2 chances sur 3 parce que la plupart du temps, il finit au premier round. Ça n'a pas manqué. Il a quand même fini au premier round encore ce combat-là contre un Spivak qu'on ne finit pas
Enfin, j'ai pas revu son Sherdog, mais j'ai pas l'impression qu'il soit fini au premier round assez souvent. Faudrait que je revoie ça d'ailleurs. De toute façon, il a que 4 défaites, Spivak. Hein. Ouais. Donc ça montre la qualité quand même de ce combattant, parce que tu sais, là, j'ai vu, là, on minimise un petit peu le sol comment dire? Attends, Sergei. D'Almeida, on le critique un petit peu, je l'ai vu pas mal de fois, notamment, comment dire, Si. par Thomas Loubersan déjà sur place. Il perd tout le temps au premier round. Toutes ses défaites quasiment. Ah ouais? Putain, j'ai pas trouvé encore son Sherdog. Ok. Ah ouais, oui, bon, bah, j'ai rien dit alors. Marcin Tybura. Ah non, excuse-moi. Je suis en ouf. Je suis sur ses victoires là. Ah ouais, non, je suis en ouf. Parce que là, tu dis 4 défaites, là, tu m'as sorti une liste, mon vieux. Alors, il a Waltaris, où il perd au premier round. Thomas Pinal au premier round. Ouais, et Jelton Almeida maintenant au premier round. Ouais. Ok. Sur ces 4 défaites. Sur ses 5 défaites maintenant. 5 défaites maintenant. Ouais, bon, en fait, non, j'ai rien dit. Non, j'aurais dû vérifier avant. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même. Combien de victoires 17. Ouais, 17 victoires, 5 défaites. Bon. Et Cyril Gane l'avait battu au deuxième round, exactement. Bref, c'est pas le propos. Pour le coup, ça reste quand même un bon judoka. Et tu sais, on nous l'avait vendu, même contre Gane, comme un bon judoka, tu sais, sur lequel il fallait se méfier et tout ça, parce qu'effectivement, il était dangereux dans ce domaine-là, ce qui est une réalité. On l'a vu d'ailleurs, c'est lui qui entame la projection de judo sur Almeida, alors que d'habitude, c'est toujours Almeida qui amène ses adversaires au sol en première intention. On l'a vu même contre Blades, où il lui envoie, je sais plus, 8 ou 9 takedowns dans le premier round. Donc c'est rare de le voir dominer dans ce domaine-là, en tout cas jusqu'à maintenant. Et pourtant, c'est Spivak qui arrive à l'amener. Il y a eu un petit moment de flottement, mais il a été bien exploité par Spivak. Almeida, alors c'est là en fait, c'est quand il est en dessous où les gens critiquent un petit peu son jeu en disant qu'il n'a pas beaucoup réagi. J'ai vu les critiques, moi je les trouve dures les critiques. On est d'accord, pareil. Moi je les trouve dures. Il prend une garde fermée où il cherche à minimiser les frappes. Au début, il est en garde fermée. Demi-papillon. Ouais. Après, il est en garde fermée. Oui, c'est après. Ouais. Ok. En fait, il essaie de renverser, il se rend compte qu'il n'arrive pas à renverser. Mais en même temps, il parvient pas à renverser. En même temps, c'est une ceinture noire de judo. Pour travailler avec des judokas assez régulièrement, un judoka, c'est stable. Donc, quand il est sur toi et qui sait comment se positionner, tout le but du judo, c'est de pas se faire renverser, c'est de pas être amené au sol et c'est de pas avoir les 2 épaules au sol, sinon ils pond. Donc, c'est des mecs qui savent gérer leur position. Donc, effectivement, il a pas réussi à le renverser, mais au début, il prenait pas justement trop de grande end-pente tant qu'il était dans cette demi-papillon. Et c'est après la tentative de renversement où là, il prend la garde et là, Spivak lui met des coups de coude. Il commence à lui mettre des coups de coude. Ouais, mais ça reste encore gérable. Tu vois, c'est pas une avalanche où tu sens pas de danger. Tu te dis pas ça va s'arrêter sur ça. Ensuite, comme tu l'as dit, ouais, il est très dur à renverser, surtout que en fait, mais tous les poids lourds en vrai sont durs à renverser. Quand tu regardes les renversements de poids lourds, en général, c'est sur des explosions, c'est sur de la force brute. Là où Almeida, il cherche des renversements vraiment classiques, vraiment techniques en fait, simples mais techniques. Et très intelligemment, quand il voit qu'il commence à prendre des coups en garde fermée, il reprend la demi-garde. Il cherche à rentrer, à se mettre en sécurité, à rentrer un peu plus profond. Et puis là, il cale un renversement, mais le renversement basique que tu montres à tout le monde en demi-garde. Il vient rechercher le pied en dessous, il tire. Mais tu te dis, à ce niveau-là, c'est même surprenant de se faire surprendre sur ça. Mais c'est là où on parle souvent des combattants qui ont la base de leur discipline et d'autres qui n'ont pas la base. Ça se voit tout de suite. Son positionnement, il est parfait. Il renverse tellement. C'est tellement facile quand il le fait, ça se voit. Et moi, j'ai kiffé. Moi, ça, j'ai kiffé ce passage. Mais bien sûr, et en fait, c'est là où tu vois que c'est clair. C'est-à-dire qu'il profite des frappes En fait, c'est comme s'il acceptait de prendre des frappes. Parce que quand tu recherches ce type de travail-là où tu vas chercher à renverser, de toute façon, tu as 2 solutions. Enfin, tu as 2 solutions. Soit tu protèges les frappes, soit tu vas chercher le renversement. Et quand tu vas chercher le renversement, forcément, si tu veux rentrer, tu vas prendre des frappes. Donc, il a pris des frappes, le temps de reprendre la demi-garde. Dès qu'il a repris la demi-garde, il avait déjà le bras sous l'aisselle et il a déjà été chercher le pied en dessous. Le renversement, il s'est fait super fluide et c'est ce que je disais, j'en parlais avec Julien justement sur notre groupe là, de podcasters.
Moi, personnellement, je trouve que son chemin, il est clair. À chaque fois, le chemin, il est très clair. Il sait ce qu'il fait, il le fait très bien. Et effectivement, son renversement, il est ultra technique puisqu'il utilise zéro force. Là où tu en as certains qui seraient remontés, qui auraient lutté, tu sais, qui seraient venus ceinturer pour lutter et tout ça, lui, il a juste, hop, effacé l'appui de son adversaire. Il a rentré le pied à l'intérieur, il est tombé, il est revenu au-dessus. J'ai trouvé ça super intéressant. Et derrière, il va chercher la montée. Ouais, T'as il Spivak va qui chercher la va. montée. On lui donne la montée, hein, parce Ouais, que là, pour le coup, on voit quand même la différence de niveau dos au sol. Parce que oui, Spivak, jambes grandes ouvertes, vas-y, passe, quoi. Il ne oui, fait c'est même ça. pas la Oui, on est demi-garde. d'accord. On est d'accord. Et il va même jusqu'à donner le dos. Et c'est là où c'est à ce moment-là, et j'en ai parlé sur Twitter avec un des auditeurs, où je trouve que là, Almeida, effectivement, c'est là où il pêche le plus. C'est-à-dire qu'il se retrouve dans le dos, il a du mal à aller chercher la soumission. Enfin, tu sais, par contre, la soumission, il va pas la chercher tout de suite. Et surtout, tu as Spivak qui revient face. Et je trouve que son temps, tu sais, il y a une fenêtre quand le mec sort comme ça pour essayer de revenir face à toi, où tu peux aller chercher la position montée. Et en fait, là, pour le coup, il perd cette fenêtre. Il est trop long dans son travail pour remonter. C'est Mm. Spivak qui revient au-dessus et qui place son grand endpoint. Bon, Almeida parvient quand même à renverser en papillon parce que t'as Spivak qui essaie de faire ce que j'appelle moi personnellement un passage mobilette, c'est-à-dire de monter sur son adversaire en enjambant le corps de l'adversaire. Donc Non, là, bah, Almeida, pareil. même ça, c'est tout con, hein. Mais le faire dans ce timing-là, fait comprendre qu'il n'y a plus d'appui, que le mec essaye de passer par au-dessus pour mettre juste, parce que c'est encore une fois zéro énergie, hein. Il a juste à Oui. lever. Et là, c'est même pas une question de poids, c'est juste une question de position. Il Mhm. a levé la jambe, il l'a éjecté. Bon, il concrétise pas derrière parce que Spivak, il retombe en tortue. Il en profite pour Il se se relève. relever. Il en profite pour se relever, mais même ça, tu vois, même ça, c'est technique. Ah oui, oui, c'est timing parfait, technique parfaite. Zéro force, que du travail. Non, franchement, personnellement, moi, ça me pose pas de problème. Et puis après, derrière, on voit que il ne fait pas que du grappling, il cogne aussi très dur, hein. Almeida, parce qu'il sonne Spivak très Ouais, vite. je suis En d'accord. fait, c'est Et ça on le peut truc. quand même noter, alors on sait que, moi je me rappelle de ses premiers combats, il n'y avait aucune boxe. Tu sais, c'était high kick, jambe arrière, et il shootait direct. Le high kick pour te faire lever les mains, et il shootait. Et ben l'enchaînement qu'il fait, bon, en face, c'est pas non plus un foudre de guerre en striking, On mais est son d'accord. enchaînement en anglaise, il est pas dégueu, hein. Tu sais, il décale Ah oui, bien c'est la un tête contre, quand hein. il envoie son crochet, il connecte, et après, derrière, c'est plutôt propre. Bon, après, il se met en boule, donc c'est facile d'être propre sur un sac de frappe. Mais tu sens que ça fait mal. Tu sens qu'il y a du dégât. C'est ça. Tu sais, là où justement Gann, il s'est retrouvé dans des situations comme ça, où il n'y a pas eu cette urgence de Spivak de se remettre en boule, tu vois ce que je veux dire? Donc tu sens qu'en fait, qu'il développe quand même du punch. Ouais, après, c'est difficile de comparer les deux parce que les craintes que l'un et l'autre ont, c'est pas les mêmes. Tu vois, Gann, tu as quand même ce problème de pas trop s'approcher justement pour éviter le contact parce qu'il y a les projections. Là où un Almeida, il s'en fout en fait. Il vient de le montrer, il s'en fout d'être projeté. Il sait qu'il va gérer dos, ça. Non, je suis d'accord, mais je veux dire que là, dans cette situation, un décalage contre, tu sais, du droit, Gann, il s'est retrouvé dans cette situation. Tu vois ce que je veux dire? Il en a mis des contres, tu vois, pendant les frappes. Mais on le dit, on le répète, Gann, c'est pas un puncher. C'est un mec qui va t'user, Ah, tu qui va parles en termes t'avoir au de fur et à dégâts mesure sur du une temps, qui va frappe. te terminer. Ouais. De dégâts sur une frappe. Oui, oui, je parle exactement de ça, de dégâts sur une frappe, c'est-à-dire de punch, vraiment de question de punch. C'est-à-dire que Almeida, il a prouvé dans ce combat-là qu'il avait du punch. Parce que tout de suite, tu vois un Spivak qui s'est retrouvé dans l'urgence justement de se mettre en boule et de fuir, en fait, de fuir la force de frappe d'Almeida, qui directement en profite pour après mettre, euh, mettre sa ceinture. Il amène le double leg et il finit avec son grand endpoint. Donc Spivak qui va redonner le dos, grand endpoint, l'arbitre arrête. Enfin franchement, moi pour moi le combat il est parfait. Encore une fois, victoire alors à 10 secondes de la fin, même pas, mais victoire encore au premier round. Il n'y a rien qui l'arrête. Tu sais, j'entendais justement Hannes sur Mandal, parce que c'est le podcast que j'ai écouté en débrief. J'ai écouté que celui-là pour l'instant, donc je peux me baser que sur celui-là. Euh, le fait qu'ils disent, ouais, mais de ce que j'ai vu là, Gann va lui tourner autour, va lui mettre des jabs et tout ça, et puis en fait, ça fera pas un pli. Genre, ça le conforte dans le fait que Gann sera plus fort.
puisqu'il l'appelle de toute façon. Il l'appelle, encore une fois, c'est sa cible, il le sait, c'est sa target. En plus, il est passé 4, donc tu vois, il est légitime pour ce combat-là, tu vois, si Et jamais en fait, besoin. c'est logique. Son call-out, il est logique. Gann, c'est de tous les mecs mieux classés que lui, c'est celui qui a le plus gros trou là où lui a sa plus grosse force. Donc Et qui est le mieux call-out, classé. il est plus... Oui, c'est ce que j'ai dit. De tous les mecs qui sont le mieux classés au-dessus de lui, c'est celui où il a une carte à jouer le plus facilement, entre guillemets, s'il arrive à imposer son jeu. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu là, si ça va au sol, et il y a de grandes chances que ça aille au sol, il y a vraiment un monde d'écart. Non, quand je dis qui est le mieux classé, c'est-à-dire que c'est lui qui est juste en dessous, c'est le numéro 1 Ouais. contender, Gann. Donc en plus de ça, c'est le numéro 1 contender, c'est-à-dire que tu te donnes une chance au titre presque assurée derrière. Mm. Donc et effectivement, ça c'est un combat qui sera main event de je sais pas quoi, tu vois, parce que ça sera sûrement pas sur un Fight Night, tu vois, ou quelque chose comme ça, mais en tout cas Ah, ça, ça je sera le un main vois event, bien, moi, sur un UFC Paris, hein. par exemple, tu Ça, tu vois. peux le mettre facilement en main event d'un UFC Paris, hein. Donc effectivement, tu le mets facilement en main event d'un UFC Paris. Mais pour le coup, j'ai du mal à croire que sur 5 rounds, jamais, jamais Almeida aura l'occasion de poser la main sur Gann pour l'amener au sol. Ouais, je suis d'accord. Il peut lui tourner autour avec des jabs et le piquer, sortir, rentrer, ce que tu veux. Ça ira au sol à un moment ou à un autre. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi. Je pense aussi parce que on avait dit, tu sais, pour comparer, par exemple, Spivak qui amenait aussi un danger, un danger au sol, mais son travail de lutte, il est bien moindre que celui d'Almeida, puisque lui, c'est un judoka, il a besoin de contact sur le haut du corps. Et d'ailleurs, on l'avait vu dans le combat, en fait, tu peux tourner autour d'un judoka, parce qu'il a besoin d'être collé à toi. Là où Oui, Almeida, il peut plonger de loin. Et on avait vu Spivak tenter de plonger de loin sur Cyril, c'était cramé à des kilomètres. Almeida, quand il plonge dans les jambes, là, il ne l'a pas forcément fait sur ce combat, mais il nous l'a montré sur d'autres. Quand il plonge dans les jambes, ça va très vite. oui. C'est un peu le Ramzat Chimaev, tu sais, d'Akaté. Les poids lourds. Ouais. Mais en tout cas, voilà. Mais c'est cool, en tout cas, donc d'avoir eu ce combat, parce que je l'avais dit, je m'en étais plaint sur l'annonce, C'était en sur le prélim. fait qu'ils soient en carte préliminaire. Le fait qu'il revienne en carte principale, tu vois, il montre encore que il a sa place en carte principale. Moi, je comprends pas qu'il soit toujours en carte préliminaire. Il a sa place en carte principale, il fait le taf. C'était du bon taf, c'était un bon job. Je trouve aussi qu'on a été très dur sur son sol. Donc après, ça se débat, hein. On peut en débattre, il n'y a pas de souci. Alors après, c'est sûr que si tu attends un niveau d'un mec qui ferait les Worlds en grappling, effectivement, mais c'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande dans la sphère MMA, il a un très bon sol. Il fait ce qu'il faut. C'est tout. En plus, il faut C'est même préciser dans la sphère MMA poids lourd, parce que c'est encore autre chose. oui, Donc oui, honnêtement, je mais tu vois, vois, là, mais j'ai fait de ce exprès, qu'on a hein. vu, je vois pas grand monde de rivaliser avec lui au sol en poids lourd. Mais ouais, mais j'ai fait exprès, c'était volontaire que je ne précise pas poids lourd. Parce que honnêtement, dans la sphère MMA, enfin, tu sais, bien sûr qu'il y a des mecs qui sont ultra forts au sol et il n'y a pas de souci. Et puis en plus, plus tu es dans les catés basses et plus tu auras de la variété technique et plus ça va rouler, plus ça va tourner et tout ça. Mais dans ce qu'on demande, tu vois, tu prends un Teixeira et tu prends un Almeida. Honnêtement, pour moi, limite, il y avait plus de finesse technique dans le dogfight d'Almeida que ce qu'il y avait dans celui de Teixeira. Qui, lui, est ceinture noire aussi de jiu-jitsu brésilien et a Ouais, fait la ça, DCC, ouais, ouais. tu vois. Donc je comprends pas en fait ce procès alors qu'en fait tu voyais un Teixeira qui était pas forcément meilleur, tu vois. Enfin, pas forcément meilleur. Bien sûr que si, techniquement, il doit pouvoir apporter plus de technique. Mais dans une cage, je voyais pas un niveau technique bien meilleur que celui d'Almeida. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Juste précision, juste après ce fight, il y avait l'UFC, il y a eu une annonce UFC 313 Pereira contre Ankalaev. J'ai vu ça. On en parlera dans l'actu, ça. On en parlera dans l'actu. Mais en tout cas, c'est là où ils l'ont annoncé, donc intéressant. Surtout qu'il y a débat parce que j'ai pas vu la date du 313, mais j'ai vu passer un truc sur Twitter comme quoi c'était pendant le Ramadan. J'ai pas vu la date non plus. Donc il faut qu'on check, on prendra les notes à ce moment-là. De toute façon, on va pas faire le débat maintenant. Mais si c'est le cas, c'est vrai que c'est intéressant comme choix. Donc on verra ça, on en parlera à ce moment-là.
Et autre chose, on n'a pas parlé aussi du lieu, tu sais, du lieu d'événement. C'est où? Le lieu d'événement, là où s'est passé l'Intuit Dome. Je sais pas ce que Ouais. tu en as pensé, mais c'était quand même un sacré lieu Ah! pour du MMA. C'était, alors, c'est en dessous de la sphère, mais en termes d'entrée avec les Ouais, écrans, ouais, tu oui, sais, en oui. cercle et tout ça, Ah non, j'ai trouvé c'était ça pas. super beau. Ouais, Ah, c'était je suis mortel. d'accord. Ouais, ouais. Non, c'était vraiment. C'était un beau lieu, c'est vrai. Maintenant que tu me le dis, je me le suis dit en fait en regardant, mais j'ai pas pris de note particulière sur ça, mais c'est vrai que c'était vraiment pas mal. Ouais, non, ça m'est revenu là parce que tu sais, j'ai pensé à lui dans le public et donc ça m'a fait penser à l'extérieur de la cage, tu vois. Mais c'est vrai que les présentations avec le focus sur l'écran et puis après qui redescend, Ouais. les fumées, les machins, toutes les lumières, tu sais, qu'il y avait dans le public et tout. Non, franchement, c'est un lieu, tu vois, qui est sûrement moins coûteux que le Dôme et sur lequel on Et pourra où tu faire peux plus faire d'événements et franchement, des très beaux événements. Ouais. ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. On enchaîne avec Jamal Hill contre Jiri Prochaska. Donc c'était un combat qui promettait de ne pas aller au bout. Franchement, on sait très bien, hein, Jiri Prochaska. De toute façon, j'ai vu, je crois que c'est 92,9%. J'ai plus le chiffre exact en tête, mais Ouais. de finish. Bon, voilà, on adore le Tuer personnage. ou être tué. Exactement. C'est l'instinct du samouraï, tu vois. Donc contre Jamal Hill. C'était un combat qui m'intéressait parce que si on se rappelle bien dans l'histoire de la KT, c'est deux personnes qui ont été champions, n'avaient pas défendu leur titre, qui après avaient été battus tous les deux par Pereira à leur retour. Mais il y avait quand même une inconnue sur qui est limite enfin quel est le classement en fait véritable, Mhm. véridique de cette KT. Et il Si fallait on, cet voilà, affrontement-là pour avoir des réponses. si on retire Pereira de l'équation, qui aurait pu être le champion de cette KT, hormis Pereira? Parce que Pereira, il a montré qu'il était au-dessus d'eux. Et de ce qu'on a vu, je ne sais pas ce que tu en penses, mais sur ce combat, je le mets encore au-dessus des deux. Je pense que Oui. n'y a pas besoin de rematch avec ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas de gros changements dans les deux, quoi. Ouais, ouais, Qui pourraient. ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai qu'entre les deux, il y avait besoin d'avoir cette réponse-là, et ben, on a eu cette réponse assez largement en plus. Hein. Assez largement, effectivement. Ce que j'ai aimé, par contre, c'est la grosse tension, tu sais, qu'il y avait entre les deux, tu sais, l'avant-match. Ce face-à-face, tu sais, Jiri encore. Hein. qui... Jiri, c'est Ouais, ce qu'il amène à chaque combat. Hein. c'est ça. Mais Jamal Hill aussi, hein, en fait, finalement. Tu te rends compte que Jamal Hill, quand même, il se pose là, tu vois. Même si il gagne ou il perd, tu vois. Mais c'est quelqu'un qui a le courage, tu sais, d'être là et de s'imposer face à son adversaire. Après, il gagne, il perd, ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, voilà, c'est pas un mec, c'est un mec qui sait apporter aussi une tension dans un combat, tu vois. Donc, parce qu'il faut être Ouais. deux pour jouer ce jeu-là. Donc, Oui, c'est sûr. C'est sûr. et puis, on va peut-être pas faire du round par round sur celui-là, Non, c'est mais compliqué de faire du round par round, mais écoute, on a eu un Jiri, alors que je trouve toujours aussi agressif, mais qui avait quand même une responsabilité défensive plus élevée que d'habitude, je trouve. Notamment sur ses mouvements de tête, son sur retrait de les buste, esquives. son retrait de buste aussi qui était pas mal, où il remise derrière, et plusieurs fois il a touché sur ça. Il a fait beaucoup de Mhm. dégâts. Je l'ai trouvé, ouais, il s'est moins emballé que d'habitude, moins foufou. Alors toujours aussi, tu sais, comment dire, euh, ah, j'ai perdu le mot. J'ai perdu le mot. Surprenant. Je vais dire ça, c'est pas le Ouais, mot que j'avais en tête, mais toujours oui. surprenant dans ses avancées, dans ses attaques. Mais ouais, il était quand même plus vigilant. Il a pris moins de frappes que d'habitude, de toute façon. D'habitude, il prend énormément de frappes. Là, je trouve quand même qu'il a limité la casse. Et lui, Mhm. je l'ai trouvé assez précis dans ses frappes. Dans sa boxe. Ouais. Ouais, je suis d'accord, même si la réussite qu'il a eue, quand il a eu le plus de réussite, c'est quand justement il mettait cette incertitude et qu'il mettait un peu plus de folie, un peu plus de rythme. Tu vois, quand il veut codifier sa boxe, c'est là où tu te rends compte qu'en fait c'est contre-productif parce que surtout contre Jamal Hill, qui est quand même un bon boxeur, enfin on peut pas lui retirer ça, c'est un bon boxeur et il y a des moments où il a commencé à trouver des solutions avec le style de Jiri. Notamment, tu sais, tu parlais de mouvement de buste et d'esquive. Oui, mais justement, il en a fait une force, Jamal Hill, à un moment, parce que si tu remarques bien, il attaquait, il savait que Jiri allait baisser sa tête à chaque fois, il venait saisir justement la nuque pour envoyer uppercut et pour envoyer des genoux. Des genoux qu'on fait mouche d'ailleurs plusieurs fois. Et il y a un moment même, tu sais, il y avait du à toi à moi, surtout je crois que c'était dans le round 2, C'est le round 2. Hein. C'est le où je round me 2 où disais, il commence, tu ouais, sens qu'il commence à plus ou moins trouver une solution.
Mais il domine pas le round, hein. Ça reste un round serré. Moi, je le donne à Hill, hein, le deuxième Ah round. ouais? Ouais, je donne le 1 à Prochaska, je donne le 2 à Hill et le troisième, bah, il y a la victoire. Et avec, je l'aurais donné à Prochaska quoi qu'il arrive. Mais non, je le donne à Hill et je crois que si mes souvenirs sont bons, il y a des juges qui ont Je l'ai pas donné, scoré. qui ont scoré le deuxième pour justement Hill. Mais bon, en tout cas, ce que j'ai aimé aussi, c'est que très rapidement, tu vois Prochaska qui envoie, enfin dès le début du fight, qui met la pression, mais qui chasse le genou, tu sais, avec des sides, qui envoie des coups de pied d'arrêt et tout ça. Donc j'ai trouvé ça bien, tu sais, d'avoir cette prise de distance au début avant de pouvoir rentrer un peu plus dans le combat. Ouais. D'ailleurs, il commence à rentrer quand il commence quand il a touché justement Hill et qu'il se rend compte qu'il peut le toucher parce qu'il touche dans le premier round avec sa gauche. Et ce que j'ai aimé, c'est les réactions de Hill aussi au sol. Alors, en tout cas sur le premier round. Après, un peu moins quand il s'est fait toucher dans le troisième. Mais le fait d'enrouler la jambe pour faire retourner un peu Prochaska pour très vite rentrer Essayer de en remonter. Il a wrestle-up, tu été assez sais. explosif en plus. Il a Ouais. été assez explosif sur le fait de remonter. Donc, non, en fait, il s'est passé ce que j'avais imaginé. Moi, honnêtement, dans ma tête, j'avais une victoire de Hill. Parce que je pensais que Prochaska allait prendre plus de frappes que ça. Et qu'au bout d'un moment, bah, les frappes, tu peux pas en prendre tout le temps comme ça à chaque combat. Surtout qu'on sait que Hill, quand même, il cogne. Donc, je pensais Mhm. qu'il allait connecter. Mais il n'a pas connecté. Prochaska prend le combat. Je suis pas plus surpris que ça non plus. Donc c'était un combat assez agréable à regarder, mais qui nous apprend pas grand-chose sur ces deux combattants, quoi. Si ce n'est que Hill, j'ai quand même l'impression que depuis sa victoire sur Glover et sa blessure qu'il a eue au tendon, là, au talon, je suis pas sûr qu'on le revoit briller au plus haut niveau. J'ai l'impression que ça, quand même, c'était sa plus grosse, la perf de sa vie. Ça arrive souvent à des combattants de performer comme ça sur un combat. Vraiment, ce soir-là, il était extrêmement fort. Mais je suis pas sûr de le retrouver à ce niveau-là. Ouais, je sais pas, parce que ça reste. Pour l'instant, on se base sur quoi? On se base sur le fait qu'il a affronté en short notice Pereira. Tu vois, donc on sait déjà que quand c'est pas en short notice, c'est compliqué. Alors en short notice, n'en parlons pas. Là, tu tombes sur quelqu'un qui t'apporte un style que tu verras plus jamais. Tu vois. Ça se trouve, je dis une bêtise, hein, mais tu le mets contre Ankalaev qui a un style de boxe plus codifié. Tu vois, peut-être que ça pose moins de problème pour lui. On peut pas le savoir. Moi, j'aimerais le voir. Ça sera confirmé contre un prochain adversaire. Parce que vraiment, contre Prochaska, tu as quand même, parce que tu dis on n'apprend rien sur les deux, si on a quand même une confirmation sur le fait que, et il le dit lui-même hein, de Prochaska, qui quand même cherche à changer, tu sais, à apporter de nouveaux skills pour lui, c'est-à-dire être plus, tu l'as dit tout à l'heure, plus responsable sur la défense, tu vois, plus de mouvements de tête, plus précis. Tu vois, moi j'ai mis dans le round 2 qu'il y avait plus de volume du côté de Hill, mais par contre ça touchait plus net et plus dur pour Prochaska. Tu sens que, tu vois, il y a eu un travail ouais, effectivement, de précision. Tu sais, dans son anglaise, dans les retraits de buste, même s'il y a toujours ce côté où il a les mains basses et tout, mais lui, il dit qu'il monte les mains. Bon, j'ai un peu plus de mal à le Non, croire quand il dit ça. ça changera Mais, jamais. ça changera jamais. Mais c'est pas il faut pas que ça change de toute façon. Mais force est de constater, par contre, et on le voit dans le finish, hein, quand il fait son retrait de buste pour envoyer son gauche crochet en pleine puissance, très précis, où les deux touchent parfaitement clean, tu vois, où il n'y a pas un coup plus hasardeux que l'autre, tu vois. Et je trouve, moi, justement, qu'il y a quand même il y a quand même une belle évolution là-dessus. Il y a des moments de pression, des moments de calme, des moments où il va être plus en retrait, il va pas toujours mettre la pression. Alors, il prend toujours des coups, mais force est de constater que c'est bien fait. Quand il arrive à toucher, pas de précipitation. Tu vois, quand les deux fois où il touche dans le round 2, il cherche à passer la garde pour venir frapper. Enfin, tu sais, il y a vraiment un chemin qui est clair et qui est bien fait. Des bons contrôles au sol. Quand il met du grand and pound, c'est puissant. Donc, il y a quand même, il y a quand même des choses à mettre en lumière, tu vois, sur Prochaska, sur le fait que ça évolue dans le bon sens. Maintenant, c'est normal. Le combattant, il a abouti déjà, donc il n'y aura pas une évolution de dingue. Mais il y a quand même des petits ajustements. Est-ce que c'est suffisant pour Pereira? Non, je ne pense pas. Je pense que s'il se raffronte une troisième fois, il perdra une troisième fois parce que les ouvertures qu'il laisse avec les mains basses, même s'il fait des esquives,
on va pas se mentir, Pereira, il le verra, et c'est un striker d'élite. Donc ça, et avec un pouvoir de KO. Donc déjà, tu peux être sûr que ça changera rien. Mais contre le reste de la KT, par contre, on voit que ça fait 2 combats là qui vient finir 2 strikers quand même de qualité en la personne de Rakic. Sur ça, on est d'accord. Sur ça, pour moi, Prochaska, c'est le numéro 2 de toute façon de la KT. Ouais, mais clairement. Enfin, attends, on verra en KLF, tu vois aussi. En KLF, il faut pas partir en KLF de l'équation. Non. Alors, ça veut dire qu'en KLF peut battre Pereira, mais ça veut pas dire qu'il va battre Prochaska. Moi, non, mais justement, je fais pas d'analyse, hein, mais stylistiquement, je vois bien Prochaska faire vraiment chier en KLF. Hein. Oui, je pense que c'est fort possible. Tu vois, maintenant, en KLF, il a quand même montré qu'il avait quand même il manque de fight IQ, c'est clair, mais bon, il a quand même de la lutte, il a quand même de la boxe, il a quand même, tu vois, des choses qui peuvent venir embêter aussi Jiri. Tu vois, maintenant, de toute façon, l'incertitude qu'amène Jiri peut embêter n'importe qui même sur un premier combat. Tu sais, le temps que tu comprennes, tu vois, mais même à la fin du combat, t'as pas forcément compris. Mais le temps que tu comprennes ce qu'il te fait, en fait, c'est déjà trop tard, tu vois. C'est malheureusement. Moi, j'ai noté, et je l'ai tweeté, Jiri, c'est la technique pure dans la folie pure. Tu vois, c'est vraiment ça. Ça donne un combo dévastateur. C'est de la technique pure dans une folie pure. C'est maintenant en tout cas, c'est le cas. Quand tu découpes ces enchaînements, c'est très très propre. Et en même temps, tout autour, ça reste de la folie. Comment il amène, comment il se déplace, tout ce qu'il fait à côté. Donc ouais, c'est super dur à lire. Ouais, donc c'est pour ça. Et en plus, tu rajoutes à ça une puissance de frappe énorme. Tu vois. Puis c'est intelligent. Enfin, tu sais, quand tu vois parce que on voit ces entraînements, tout le monde s'arrête sur ces entraînements un peu farfelus où il s'enferme dans une pièce dans le noir pendant des jours, où il est là en train de faire des tsukis dans un arbre. Ok, je veux bien. Mais quand tu regardes, il y a certains entraînements qu'il met en place, tu sais, où il se cache un œil, ou avec une feuille, avec machin pour travailler tes réflexes et tout ça. Si tu le critiques lui, tu critiques Vasil Lomachenko. Parce que quand tu regardes les entraînements de Lomachenko, tu avais des entraînements de ce type, bien tu sûr, vois. Bien sûr. Mais sauf que lui, à la différence, c'est qu'il le fait en mode sérieux, là où Jiri, tu as l'impression qu'il est complètement déluré, tu vois. En fait, c'est pour ça que les gens le critiquent plus facilement lui. Parce qu'il y a tout le côté folklorique derrière de je suis un samouraï, etc. S'il était entouré de mecs en blouse blanche et de préparateurs physiques bien connus, personne ne critiquerait ce qu'il fait. Voilà. Maintenant, ça a un intérêt. C'est sûr que ça a un intérêt. En tout cas, dans son style à lui, ça fonctionne. C'est les résultats parlent. C'est comme, pour reprendre quelqu'un de fou, Tony Ferguson. Quand il faisait à mettre des coups de coude dans des barres de fer pendant je sais pas combien de temps et qu'il gagnait, ben écoute, tout le monde trouvait ça génial. Il a commencé à perdre, ça a commencé à le critiquer. Alors, je dis pas que c'est la meilleure solution, mais en tout cas, sur lui, ça fonctionne. Donc écoute, Prochaska, ce qu'il fait, pour l'instant, ça fonctionne. Ouais. Enfin, après, il y a un peu plus de cohérence quand même dans l'entraînement de Jiri Prochaska que dans celui de Ferguson. Je suis d'accord. Ferguson, extrême, tu vois. Voilà, n'oublions pas que son dernier coach, qui était plus un parasite qu'autre chose, l'attachait par les pieds, justement tête en bas pour lui frapper dans le corps. Donc où on le voyait faire de l'escalade en même temps. Ferguson qui a fait ça. Ah non, c'était pas lui. Ah non, mais c'était non. pas lui. Non, je dis une connerie. C'était Diego Sanchez. Non, c'était Diego Sanchez. Non, mais en tout cas lui, parce qu'en fait je le vois par les pieds parce que tu sais, je le voyais faire de l'escalade, du machin, du truc en même temps qu'il faisait de la bagarre. Non, c'était un peu, il s'entraînait comme Ninja Warrior, tu vois. Lui, c'était un gourou, Diego Sanchez, qu'il avait trouvé. Non mais. En tout cas, Tony Ferguson, lui, s'entraînait à la Ninja Warrior en même temps que. Oui, non, j'ai confondu les deux, tu vois, pour te dire la folie du mec. Mais en fait, ça aurait très bien pu être transposable. Non, lui, c'était Goggins qu'il avait pris. C'est David Goggins, effectivement. Mais en tout cas, voilà, tu te rends compte que c'était un accent plus sur la dureté que sur la finesse, tu vois. C'était vraiment ce truc de dureté. Alors que Prochaska, tu sens que c'est pour améliorer ses aptitudes, tu vois. Mm-hmm. Ah ouais, donc c'est quand même plus sérieux, même s'il fait ça dans les bois. C'est juste qu'il change le lieu, quoi, c'est tout. Mais il fait ça dans les bois, mais par contre, il le fait bien. Donc c'est une bonne chose. En tout cas, voilà, nouvelle étape passée par Prochaska qui se posait la question si jamais il allait changer de catégorie ou pas. Il a toujours Pereira en ligne de mire. Il veut quand même aller chercher ce titre.
Écoute, moi, vu la catégorie, de toute façon, on sait que là, il y a Ankalaev. Après, derrière, qui va reprendre? Il y a Blakovic aussi qui sort de sa tanière en disant qu'il veut l'affronter parce que c'est le seul mec, et on l'a déjà dit plein de fois, qui mériterait véritablement une revanche contre lui, pour le Ah, coup. mais Blakovic, ça fait trop longtemps qu'on l'a pas vu. C'est trop facile de sortir maintenant et de dire ça. En Blakovic, il lui faut un combat. Tu vois, Certes, ça me choquerait pas de mettre Prochaska Blakovic. Voilà, c'est un bon combat. oui, non, non, mais ça me choquerait pas non plus. Non, quand je dis ça, il aurait dû avoir une revanche. Enfin, tu vois ce que je veux dire, il Ouais, aurait je dû suis le d'accord. réaffronter. Normalement, ça aurait pas dû, on n'aurait pas dû le mettre aux oubliettes comme ça, aussi facilement. Mais en tout cas, voilà, c'est pas dit que s'il monte pas ou s'il arrête pas sa carrière, qu'on revoit une troisième fois Prochaska face à Pereira, aussi dans cette catégorie-là. C'est Ah, possible, j'en suis c'est pas sûr, possible. moi. Je suis pas sûr que Pereira accepte. Tu sais, Écoute, je sais Pereira, pas. à chaque fois, il le dit, hein, et puis il est assez âgé, il lui reste pas énormément de combats. Faire un troisième combat contre le même adversaire qu'il a battu 2 fois, il n'y a pas grand Ah, intérêt. c'est pour ça que je dis, s'il monte pas, s'il prend pas sa retraite, si, tu vois, il y a des facteurs, tu vois, parce qu'on a conscience que c'est la fin de sa carrière, effectivement. Donc, tout dépend combien de temps il reste encore. Enfin, on enchaîne avec, Et ce qui nous pour moi, intéresse vraiment, le le meilleur combat meilleur de la combat de la carte. soirée. Alors, il a été performance. Attends, c'est Fight of the Night et il y a Performance of the Night. Prochaska, Performance of the Night. Marlboro Night. Euh, il y a eu aussi Almeida, Performance of the Night. Fight of the Night, par contre, c'est Merab Valishvili contre Et Oumar c'est mérité, Nurmagomedov. plus que mérité. Et c'est mérité, c'est justifié. Exactement. Euh, on attendait beaucoup de ce combat-là. On a eu un petit élément qui nous est parvenu après qu'on on n'avait pas pu en parler durant l'analyse. C'était Merab qui était blessé à la jambe, d'ailleurs, ce qui était un game changer, parce qu'il a expliqué que cette blessure, en fait, elle s'est refermée tardivement, qu'il avait très mal, qu'il pouvait pas kicker, pas lutter, enfin que ça lui faisait très mal, en tout cas quand il kickait ou quand il luttait. Il a dû contourner le médecin en montrant 2 fois la même jambe, et d'ailleurs le médecin n'a rien vu. Je sais pas si tu as lu ça. Ouais, Tu l'as j'ai lu vu ou ça. pas? J'ai pas compris comment il a fait. Je comprends pas les médecins de l'UFC, en fait. Le mec a montré 2 fois la même jambe, il a dit c'est pas ça quand même. En même temps, on a un Michael Bisping qui a réussi à cacher un œil de verre pendant des années. Donc, tu sais, j'ai envie de te dire, c'est pas mieux, hein. C'est vrai. C'est vrai. Donc, par chance, on a pu quand même avoir ce combat-là. Mais c'est surtout que c'est sorti avant le fight. Donc, même s'il il était passé devant le médecin, s'ils avaient voulu l'arrêter, ils l'auraient arrêté avant. Mais bon, une fois que c'est lancé de toute façon. Je pense que tu sais, c'est un peu dans le folklore. Je pense que l'UFC, bon, je dis ça comme ça, mais tu sais, l'UFC doit laisser passer. C'est de se dire, bon, vas-y, c'est pas grave. Laisse. On va dire que tu vas dire que tu as montré 2 fois la même jambe et puis de toute façon on connaît pas le nom du médecin, ça porte préjudice à personne. Je Donc pense vas-y. aussi. Je pense aussi. Je pense qu'arriver à ce stade-là de la carte, quoi qu'il se passe, si le mec veut vraiment faire le combat, ils sont plus ou moins tolérants sur ça. D'autant plus que quand il monte dans la cage, la blessure, elle est refermée quand même. Alors, elle est refermée depuis pas longtemps, mais elle est Ouais, refermée. elle est bien rose quand même. Tu sais, c'est la Ouais, mais cicatrice, elle est tu sens que la refermée. cicatrice, elle est fraîche. Oui, c'est refermé. Il n'y a plus de point de suture en tout cas. Il n'y a plus de point Voilà. de suture. Et il les a enlevés avant, comme il avait fait à son arcade, tu sais, avec le ciseau. Ouais. Il les a enlevés tout seul. Non, mais tu sens que ce mec-là, c'est un ouf de toute façon. Et tu sais, on parlait avant de rentrer dans le détail du combat, on parlait de la pression des combattants. Tu vois, enfin du combattant, qu'on se disait, ouais, on voit il a la pression. Il y en a plein qui m'ont parlé de ça, même en off, tu sais, en me disant, j'ai l'impression qu'Oumar, il est beaucoup plus détendu que Merab, qui est stressé. Et en fait, tu te rends compte que non, Mais pas non, du tout, mais pas du tout. j'en avais parlé dans l'analyse, hein. C'est son attitude. Il est tout le temps. En fait, tu sens qu'il a besoin de ça. Il a besoin d'être survolté. Mais c'est même son tempérament, je pense, dans la vie. Le mec doit être foufou. Le mec court partout, le mec crie partout, le mec, il est comme ça. Et lui, c'est une T'as pas façon vu les une vidéos petite- il est dans un mariage et il est accroché à. Tu sais, donc ils sont sous un auvent, tu sais, de mariage, tu vois. Et donc, c'est des grandes barres en métal. Et tu le vois, il se balade au-dessus de la foule Il comme y a ça, des comme un singe, compiles. il accroche ses Il y a pieds. des compiles de Merab sur YouTube où il escalade un arbre. Le mec est fou. Quand il saute En fait, dans c'est un un lac gelé hyperactif. qui s'ouvre le crâne, tu l'as vu celle-là ou pas? Tu l'as pas Non, vu? non, Il arrive, il se prépare, il est là, il y a le lac gelé, il enlève sa serviette, et il plonge si, tête je la l'ai vu. première, Ah, il se relève, je me rappelle plus que c'était ouvert le crâne. Mais oui, je l'ai vu. il était Le là, mec est et tu fou. vois du sang qui coule. Non, c'est un hyperactif.
Oh là là, non, c'est un ouf, c'est un ouf. Et là, tu t'as très clairement vu dès le début qu'il était dans un truc où ça y est, il était mort de rire, quoi. Il était là pour s'amuser. Lui, il est là pour passer du bon moment dans la cage, quoi. De toute C'est un façon, ouf, il kiffe ça. je sais plus c'est à quel round, je crois que c'est au troisième, où ils sont face à face, et t'as Merab, mais le sourire jusqu'aux oreilles. Hmm. Et il combat comme ça. Et tu te dis, ah ouais, non, ça doit être très déstabilisant d'avoir un mec qui te rentre dedans déjà non-stop, et puis en plus qui sourit tout le temps. De ouf. Ça doit On fait foutre du un... round par round pour celui-là? Ouais, ouais, par exemple. Donc, on a le round 1 avec. Alors, c'est un round où il y a eu déjà, faut le dire, on l'a dit tout à l'heure, je crois, ou vous se l'avez dit en off, je sais Non, plus, c'est où il y a dur. deux juges, on l'a dit en off. Deux juges qui ont donné Oumar et un juge qui a donné Merab. Donc, ce qui est entendable. Hein. C'est pas, moi, je l'ai donné à Oumar avant qu'on rentre dans le détail, et je pense que toi aussi. Ouais, moi j'ai Mais dit Oumar, mais quand tu le revois. Alors, à chaud, je le donne à Oumar, clairement. voilà. Quand je le revois, je peux entendre qu'on le donne à Merab, même si je continue de le donner à Oumar, mais ça reste très serré. Ça reste très serré. En fait, parce que j'avais l'impression, à chaud, tu sais que les takedowns étaient mieux défendus par Oumar. Tu vois, ils sont bien défendus. Hein, et qu'il n'y avait pas trop de frappe du côté de, De Merab. de Exactement. Merab. Sauf que quand Exactement. tu regardes, en fait, il est au-dessus au niveau des frappes significatives. Non, je crois que c'est Merab. ex-aequo. Il y a ex-aequo sur le premier round. Ex-aequo, ou tu vois, 14-14, je crois, quelque Ouais, il chose y a comme ça. ex-aequo sur le premier round, mais là où moi je trouvais à chaud que Oumar était plus précis et faisait plus de dégâts en fait, parce qu'il travaillait bien Mhm. en ligne, mais finalement il y a pas mal de frappes qui sont bloquées, même s'il Oui. reste quand même très précis sur son travail. Mais ouais, ça se vaut en fait. Là, voilà, après, ce qui fait la différence, c'est que c'est lui qui met la pression. T'as un Merab qui est sur le reculoir. C'est Oui. plus ça, moi, qui les départage que réellement la boxe. C'est plus l'attitude dans la cage. D'un Oumar qui Ouais. domine le centre de la cage, qui avance et qui met Merab sous pression. Parce qu'en fait, là où il est très bon, Oumar, dans ce premier round, c'est tu l'as dit, sur la boxe, avec, même si effectivement il touche pas, mais je veux dire, ce qui fait la différence, c'est ses déplacements et son explosivité. C'est-à-dire que et ce qui était promis de toute façon, avec son timing et tout ça, et sa vitesse. Ce qu'il fait très bien, c'est qu'il envoie déjà beaucoup de jambes, beaucoup de high kick, déjà, pour Jambe commencer. avant. Il a Donc, une jambe avant et on en a déjà parlé ici. C'est vrai que rares sont les combattants qui maîtrisent bien la jambe avant. Mais avoir mhm, un high kick jambe avant, c'est tellement chiant. C'est tellement chiant pour celui qui le subit. De toute façon, tu le sais puisque tu le fais, enfoiré. tout le temps. Toi, ta jambe avant, c'est tellement relou en fait. C'est limite un jab en fait. C'est un jab mais de la jambe, tu vois. Tu le vois pas venir. Ça part sans appel, ça se lève et tu es obligé d'être deux fois plus vigilant en fait. Même si une fois que tu l'as compris, tu auras les mains hautes, il n'y a pas de problème. Mais ça Oui. te freine quand même dans tes entrées. En fait, tu sais pas d'où ça vient, en fait, c'est ça. Et surtout qu'en plus, il a de la variété dans cette jambe. C'est-à-dire que c'est pas que du high kick. Il peut envoyer des fronts, il peut Ouais. envoyer. Tu vois, il a pas mal de variété dans cette jambe. Et surtout, des fois, il s'en sert comme une feinte. C'est-à-dire, il va juste monter le genou. Parce qu'à chaque fois, en fait, il envoie d'abord sa jambe et puis il finit avec une boxe en ligne. Donc, jab cross directement. Et souvent, enfin, de temps en temps, il monte le genou et en fait, il attaque directement Ouais. avec son anglaise. Ce qui fait que ça donne de l'incertitude, ce qui fait que ça touche. Comme comment dire, Merab, qui est plus petit, lui ne boxe pas en ligne, mais boxe plus avec des crochets. Donc, il n'a pas cette même distance. Déjà qu'il a moins d'allonge, il est moins grand, et en plus, il boxe avec des crochets. Donc, il doit courir après son adversaire, sauf que ce que fait très bien Oumar, c'est qu'il coupe les angles à la perfection, ce qui fait qu'il laisse passer Merab, et puis après, il reprend son action. C'est pour ça qu'en fait, que Merab n'arrive jamais dans ce premier round à prendre le centre, parce que même quand il lui fonce dessus pour prendre le centre. Et on voyait que de toute façon, Oumar ne voulait pas être collé à la cage parce qu'il voulait pas qu'en lutte, il ait ce déficit-là. Et il avait raison, parce que c'est au milieu de cage qu'il défendait le mieux. Ouais. Et là, tu te rends compte que ces attaques, plus le fait de couper les angles et de sortir de l'axe à chaque fois, faisait que tu avais un Merab qui a eu du mal au début à prendre ses marques, en fait. C'est vraiment ça. Ouais, ouais, ouais. Mais encore une fois, c'était plus ou moins prévisible, hein. Ça, c'est pas quelque chose de surprenant. Je pense que sur la lutte, on attendait des réponses. Que les deux s'annulent quand les deux sont à 100%, ça, moi, ça me surprend pas. Je Mhm. m'attendais pas à ce que un domine l'autre en lutte. En tout cas, je savais que ça allait pas être fixé au sol. C'était quasiment impossible de se fixer dès le début. Donc, Mhm. pour l'instant, il se passe plus ou moins le combat que j'ai imaginé, hein. Je suis pas Oui. surpris du premier round.
C'est ça. Et par contre, il y a un truc qui commence à se dessiner, c'est que dans le clinch, quand il y a des phases de clinch, à chaque sortie de clinch, celui qui frappe systématiquement, c'est Merab. Merab, c'est impressionnant, cette faculté qu'il a, dès que ça vient au contact, dès que ça relâche un petit peu le contact, bam, t'as 2 crochets qui partent. Parce que c'est son jeu habituel. C'est son jeu habituel. Il fait ça. Il lutte pour frapper, en fait. Il le fait tout le temps. Il frappe pour lutter. Il frappe pour lutter. Mais c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler du MMA, en fait. Tu vois, parce que ça, c'est une phase bien à part du MMA. C'est frappe en transition entre les changements de direction du combat. Et ça, il le maîtrise parfaitement. Et ce qui fait qu'en fait, tu te reposes jamais. Tu te reposes jamais. Il te frappe avant d'être au contact. Quand tu es au contact, tu défends. Il relâche le contact, il refrappe. Épuisant. Par contre, tu sais, je sais pas si ça t'a fait la même chose. Avant le 3e round, parce que là, on va rentrer dans le round 2 par la suite, mais avant le 3e round, j'ai l'impression que Merab ne fait pas du Merab. Justement, qu'il essaie de courir un peu après Oumar, tu sais, en essayant de boxer, mais ne fait pas ses entrées habituelles, notamment avec son overhand, tu vois. Et je me dis, et dans ma tête, je me dis, mais en fait, je me pose la question pourquoi. Et je me rends compte après, quand on commence le 3e round, que limite, c'était la stratégie. Tu sais, de laisser, plus que de le fatiguer, c'est aussi de le mettre en confiance. Tu sais, de lui laisser cette confiance, de tâter un peu le terrain, et pour qu'après, il puisse commencer à lui prendre la 2e partie du fight, comme on l'avait annoncé en fait dans l'analyse. Tu vois. Je sais pas si, je sais pas si je peux aller jusque là, mais je pense que c'est une stratégie d'être plus prudent en tout cas sur les 2 premiers rounds. Sur les 2 premiers rounds, il est plus prudent, il se jette moins, il se jette à certains moments, mais tu sens quand même qu'il y a une retenue. Ouais. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant ce premier round. C'est où je me dis ah oui quand même. Tu vois j'ai quand même cette petite crainte de me dire potentiellement vu comment on lui rentre dedans, peut-être qu'il va le cueillir. Mais bon, parce qu'en plus il y a une alerte. Je sais plus si c'est round 1 ou round 2. J'ai plus en mémoire où il se fait toucher comme sur chaque combat où il en prend une bonne, où il recule 2, et en fait c'est round 2 je crois. Une bonne, justement sur une feinte que tu as dit où tu as Oumar qui lève la jambe, on s'attend à un kick et quand il redescend, il envoie droite-gauche et la gauche touche bien en ligne et tu sens qu'il la prend. Maintenant, solide. Solide. Comme il la prend, mais ça vacille pas. Parce que comme d'habitude, en fait, il prend une grosse frappe, tu vois. Dans chaque match, limite, il prend une grosse frappe et c'est tout. Donc en fait, son menton, il n'est pas non plus ébranlé à chaque... Attends, hop. Parce que sinon mon ordinateur va redémarrer, il n'y aura plus de podcast. Donc il prend une seule grosse frappe en fait. C'est là où tu te rends compte de. Donc son menton, je disais, n'est pas ébranlé, tu vois. Il va pas s'effriter justement avec une frappe comme ça de temps en temps quoi. Donc voilà. Le round 2, c'est vraiment le round qui est vraiment à la faveur d'Oumar parce que tu te rends compte que Oumar touche sur tous les échanges. Donc même quand c'est Merab qui en fait il y a Merab qui essaie de durer dans l'échange et c'est ça où j'étais en train de me dire non il fait les mauvais choix, c'est qu'il essaie de durer dans l'échange, de casser un peu la distance, d'envoyer ses crochets et en fait plus il dure dans l'échange et plus il se fait contrer par Oumar. Ouais, je suis d'accord, mais d'un autre côté c'est quand même un risque à prendre parce que je trouve que le changement il fait à ce round 2 là. On parle du round 3 mais le changement il commence en round 2 où il commence à augmenter le rythme, justement à forcer Oumar à échanger plus. Et tu vois, on parle du cardio de Merab, où on se disait, est-ce que si c'est un combat de boxe, il aura le même cardio que si c'est un combat de lutte? Force est de constater que son cardio, que ce soit des échanges de boxe, de lutte, peu importe, son cardio, il est illimité. Donc le fait, oui, il le perd. Alors, ce round, il le perd clairement. Je pense que c'est le round le plus clair que prend... sur le 1 et le 2, c'est le plus clair que prend Oumar. Parce qu'il touche plus, il est plus précis. Mais d'un autre côté, Merab... En plus, il attaque le dos. D'ailleurs, je commençais à me dire, putain, il défendait pas. Il défendait pas plus que ça. Alors. Ouais, mais attends. Je l'ai dit et je l'ai répété. Quand tu as Sterling qui est dans ton dos tous les jours, et ça s'est vu, tu le vois, il était là, ok, il était dans le début du dos, tu vois, il avait un décroché du dos, il n'avait pas le deuxième, et tu vois Merab qui est tout sourire, qui regarde le public, genre, vous inquiétez pas, je me relève. Et il s'est relevé comme il se doit. Bah oui, tranquillement. D'ailleurs, je pense que mentalement, parce que tu sais, ce que tu as dit, c'est très vrai.
c'est dans le round 2 où tu vois un changement. Je l'ai noté d'ailleurs. Merab, dernière ligne que je note pour ce round, Merab remet sa boxe au service de sa lutte et ça marche plus, tu vois. Et tu te rends compte que dans ce round-là, tu as Oumar qui shoot en lutte aussi, qui est défendu systématiquement. Tu vois qu'il a réussi, donc il a pris, déjà, ouais, c'est ce que j'allais dire, il a pas le choix, mais tu vois, il a pris le dos, il s'est relevé, il shoot, c'est défendu, et Merab, il commence à toucher. Et ce que tu dis, il a pas le choix, c'est vrai, j'ai noté que il force Oumar à shooter, en fait. Et bien sûr. Il commence à devoir forcer Oumar à shooter. Et c'est ça le truc, c'est vraiment ça qui fait toute la différence, parce que hormis défendre la lutte, je pense que Oumar, il sait défendre la lutte. Il sait parfaitement défendre la lutte, d'ailleurs, il nous l'a montré, techniquement, il sait vraiment quoi faire. Par contre, là où on avait dit, pour moi, la stratégie d'Oumar, c'était de gérer debout, comme il fait dans le premier round et dans le deuxième round. C'était ça la stratégie. Le problème, c'est qu'il est tellement mis sous pression que finalement, ce qu'il sait faire de mieux, c'est obligé de ressortir. Il veut pas être dans l'échange comme ça, il veut pas, parce qu'il va finir par prendre des coups. Donc son instinct, c'est quoi? Dès qu'il est dans l'échange et qu'il commence à se faire toucher, eh ben, comme n'importe quel lutteur, il shoot. Il shoot et la défense de Merab, à chaque fois, elle est... Alors, c'est pas du tout la même défense. Hein. T'as Oumar, c'est plus technique, son système défensif, là où Merab, c'est de la puissance. Alors, il y a de la technique, évidemment, mais tu sens que déjà, il est ultra stable, et c'est très puissant. Il te plante la tête dans le sol, il pousse ta tête, et bouge de là. Voilà, franchement, moi, c'est ce que j'ai noté, vraiment. Il le force à shooter, parce que je pense pas que ça faisait partie forcément de la stratégie d'Oumar de shooter. Pour moi, le combat qu'il fait au premier round, c'était vraiment l'idéal pour lui. Gérer la distance avec son jab, son droite-gauche, sa jambe avant. Et je pense qu'il se voyait faire les 5 rounds comme ça. Et moi, je vais être très honnête, je pense qu'il pensait le finir vite. Vu l'énergie, la débauche d'énergie qu'il met dans le premier round, déjà dès le premier round, je pense qu'il pensait le finir vite. Parce que en fait, tu te rends compte que parier sur la durée avec Merab, c'est compliqué, tu vois. Donc, il s'est dit, voilà, il faut que je le touche tout de suite, il faut que je lui rentre dedans tout de suite, il faut que je le mette KO tout de suite. Tu vois, entre guillemets. Hein. Après, bon, bien sûr qu'il a préparé les 5 rounds, hein, je dis pas ça. Mais tu sais, ils n'avaient pas anticipé et ça, j'en suis persuadé parce qu'on en parlera dans l'interround entre le 3 et le 4. Je suis persuadé qu'ils n'avaient pas anticipé que le combat puisse tourner en la faveur sur le long terme de Merab et que Merab puisse dominer le combat. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de plan B, entre guillemets, et tu sens une panique un petit peu entre le 3 et le 4. Je l'expliquerai tout à l'heure, dans le coin. Et dans le round 2, déjà, dans l'interround entre le 2 et le 3, déjà, tu vois que dans un cas, il y a Oumar qui accuse la fatigue, et on voit clairement, à se faire masser les bras, il accuse la fatigue et tout ça. Noté, à la pause, à la fin du deuxième round, tu vois comment il souffle quand il retourne dans son coin. C'est pas du tout la même attitude. Et Merab, lui, tous les rounds, il est debout. Tous les rounds, il est debout. À l'interround. Et il est tranquille. Donc, et on parlait de sa boxe, tu vois, qu'il fallait qu'il boxe. Mais le problème, c'est que sa boxe, elle est beaucoup soumise à du in and out, tu sais, à des entrées explosives et tout ça. Le problème, c'est que quand tu appuies les jambes, quand tu appuies les bras, bah là, ça devient très compliqué parce que sa boxe, la force de sa boxe, bah, elle est plus là. Parce qu'il a plus ses déplacements, parce qu'il a plus cette explosivité. Donc d'un coup, c'est plus possible. Et les coupures d'angle qu'il faisait à sortir à droite à gauche pour laisser passer Merab, quand tu appuies les jambes, tu coupes plus les angles. Parce que c'était sur de l'explosivité, c'était sur retrait, retrait de position et il coupait. C'est pas, on parlait de Lomachenko tout à l'heure, c'est pas un mec qui va juste faire un pivot, tu vois. C'est un mec qui doit prendre une distance pour après couper. Et il pouvait plus prendre cette distance. Bien sûr. Et en plus, Merab, il augmente encore le rythme. Exactement. Et on le voit dans le round 3. Dans le round 3, il attaque le single. Il le sait, il le voit que ça fatigue en face. Donc lui, il accélère. En boxe et en lutte. C'est ça. En boxe et en lutte. Et en lutte, tu vois dès le début qu'il attaque le single leg déjà et il se rend compte que c'est moins bien défendu. C'est défendu, mais tu sens que c'est un peu plus laborieux, tu vois. Donc t'as Oumar qui essaie de modifier un peu la chose, qui envoie des genoux en contre. Tu vois, il essaye d'envoyer ses genoux, mais c'est le retour de l'overhand.
Et c'est là où tu vois où ça marque à partir du round 3, où vraiment tu vois la différence. C'est que c'est là où tu revois l'overhand single de Merab qui commence à se mettre en place et qui commence à vraiment toucher dans l'échange. Parce que justement, là, c'est à partir de ce round-là où il met encore plus d'incertitude avec la lutte, où il va commencer à shooter beaucoup plus fort. Tu vois, beaucoup plus souvent, avec beaucoup plus de fréquence, tu vois, dans le round. Donc, et même si Oumar il shoot à chaque fois il est défendu, tu vois. Ouais, à chaque fois il est défendu. Il tombe 3 fois, je crois, dans ce round. Bon, il n'y a pas de suite de Merab, et en même temps, c'est aussi intelligent parce qu'on l'avait dit, moi je pense que Oumar au sol, c'est une galère. Et ça va utiliser l'énergie pour rien, en fait, de le contrôler, de chercher à le contrôler, parce qu'il y a ça aussi qui est fatigant. Il y a non seulement faire tomber la personne, mais chercher à la contrôler derrière. Là, lui, juste, il réussit son single. En plus, il te nargue. Ça, c'est des choses qui C'est comptent. ça. Sur certains combattants, c'est des choses qui comptent. Et quand tu n'as pas l'habitude de le vivre, c'est des choses qui comptent. Tu vois, et tu sens qu'il avait à cœur. 100% de défense de takedown, et on l'a vu avec tout un tas de lutteurs, hein, quand tu as 100% de défense de takedown et que tu tombes pour la première fois contre un mec que logiquement dans ta tête tu allais battre en lutte, et bah dans ta tête il se passe quelque chose. Bah, c'est ça, et en plus de ça, tu sais, je pense qu'il avait à cœur de démystifier le nom, tu sais. Parce que quand tu vois dans tout son nom verbal, enfin, tous les gestes qu'il fait, justement, quand il le montre du doigt en disant t'as vu, je t'ai fait tomber, ou quand t'as Oumar dans ce round qui s'accroche à son dos et qui essaie de le faire tomber et qui reste debout. Alors il finit par chuter à un moment, mais il écarte les bras, il reste stable en disant, en haranguant le public, en disant, voyez, c'est ça là le meilleur lutteur de l'UFC, c'est ça la version 2.0 de la famille Nurmagomedov. Regardez, je tombe pas, je suis là, je tombe pas. Et en fait, tu casses le moral de ton adversaire. Il y a eu tout un travail psychologique de dingue qui a été fait par Merab face à Oumar à ce niveau-là. Et c'est à partir de ce round-là où tu en prends vraiment conscience. Et vraiment, ce round-là, c'est pour ça quand on dit je vois le round 3 en la faveur d'Oumar, je peux pas comprendre en fait. En première lecture, en seconde lecture, en troisième lecture, je peux pas comprendre parce que effectivement, il ne peut pas être en la faveur d'Oumar ce round-là. Parce que d'une part, il se fait toucher en boxe, parce que quand ça shoot, c'est lui qui amène au sol, et parce que les tentatives de takedown de Oumar, elles sont défendues, et même si là, comme il fait le spectacle, et franchement, je me suis dit, il fait le con parce que quand même, tu vois, il est scoré, ce takedown. Tu vois, donc il pourrait laisser passer des opportunités de gagner en faisant le con comme ça. D'ailleurs, son coin lui dit quand même, calme-toi, tu vois, il faut quand même que tu fasses ton match. Mais force est de constater qu'il tombe. Mais en fait, l'impression de domination, tu sais, qu'il donne en restant debout, en restant équilibré et tout ça. Elle vaut presque plus que le fait de défendre le takedown. En tout cas, aux yeux du public et même aux yeux des juges, hein, qui restent des humains et qui voient ça, c'est des choses qui marquent. Parce que tu te dis, s'il veut pas tomber, il tombe pas. Ouais. Tu vois. Donc non, là vraiment, tu sens un tournant. Tu sens un Merab qui commence à réussir à imposer sa lutte, à toucher debout et surtout qui est en pleine forme. Tu vois, qui est en pleine forme encore. Là où Oumar, vraiment, sur la fin du troisième round, tu sens qu'il est épuisé. Il est épuisé et en plus cet inter-round, alors round à Merab, hein, je pense qu'on est d'accord, et cet inter-round là, honnêtement, et ça a été notifié par ce qui était marrant par Taylor Lapillus, mais moi aussi je me suis fait la réflexion avant qu'ils le disent. Tu sens qu'il y a de la panique, tu vois, vraiment. Et tu sens qu'il a aucune information qui est passée pour lui dans ce round parce que t'as Khabib qui lui parle en russe, qui est complètement nanani nanana, qui lui met beaucoup de pression, beaucoup d'informations, et t'as Javier Mendes qui lui caresse l'arrière de la nuque avec son sac de glace qui lui dit who are you? You are the champion. C'est qui? Hein, tu sais, qui lui fait du développement personnel dans l'oreille, tu sais, en anglais. Et t'as les mecs derrière qui gueulent aussi en russe. En fait, ça lui parle en russe, ça lui parle en anglais, ça lui parle de derrière, ça lui parle de devant, ça lui parle dans l'oreille. Tu peux être sûr, il est complètement épuisé, il est mort, il est en train de se dire dans quel bourbier je suis. Et en fait, tu te rends compte que, en plus, il a la main pétée parce que on le sait depuis le premier round, donc je pense qu'il a aussi ça un peu dans la tête. Tu te rends compte que cet inter-round-là, il ne sert à rien. Honnêtement, je suis pas sûr que ça l'ait reposé. Je suis pas sûr qu'il y ait une véritable information qui soit passée. Et ça montre en fait à quel point. Et tu vois, je disais, c'est marrant parce que j'en parlais avec quelqu'un, je te l'ai dit justement avant le match. Tu sais, je disais une défaite dans cette équipe pourrait être quelque chose de positif. Et il me disait, mais pourquoi? Parce qu'ils sont déjà humbles, ils s'entraînent déjà comme des oufs, et ceci et cela.
Bah là, la preuve, c'est-à-dire qu'on se rend compte que dès qu'ils sont dominés, en fait, ils ne savent pas gérer. Bah, Dans l'interround, dans le passage c'est presque d'informations. logique. C'est difficile de gérer quelque chose qui t'arrive jamais. Et donc voilà, donc c'est positif en vrai d'avoir une défaite parce qu'au moins ça te permet de faire une introspection Ouais, et mais puis ça, c'est de sûr. modifier ces choses-là, tu vois. C'est sûr. C'est sûr. Et ça repart sur le round de Donc, 4. Et là, ouais, il y a une inversion. Mais c'est Merab qui prend le centre maintenant. En fait, oui. tout ce que Oumar a cherché à fuir, et a raison, parce que c'est là qu'il avait le plus de chances de défendre la lutte sur les premiers rounds, et ben, il a plus l'énergie pour le faire. Il a plus l'énergie pour le faire, il se retrouve acculé contre la cage, et c'est là où ça devient très difficile de défendre la lutte de Merab. La lutte et la boxe. Parce que du coup, sur les in and out, tu peux plus reculer, tu vois. Tu as la cage qui te bloque. Donc, tu sais Ouais. jamais s'il va lutter, s'il va frapper. Là, tu te fais noyer. Quand tu es dos à la cage contre Merab, tu te fais noyer. Bah c'est ça, hein. Tu te rends compte que Oumar il est forcé de shooter et que finalement il se rend compte que chaque shoot il est défendu quoi. Chaque shoot c'est défendu et de mieux en mieux. Et tu vois, je sais plus si c'est dans ce round ou dans le round 3 où tu vois où il surengage sur une défense Oumar aussi. Tu sais, je crois que c'était dans le round 3. Ça aussi, ça en dit long. Tu sais, parce qu'avant, il attendait d'être au contact pour Oui, commencer sur le à sprawl, quand il défendre. prend un choc de tête. C'est ça. Il Et en fait, sprawl tu te rends avant compte même que que Merab parte. Bon, ça, c'est des choses qui arrivent souvent en lutte. Parce que les lutteurs, de toute façon, ils ont le sprawl tellement réactif. Mais c'est vrai qu'avant, il défendait quand il était au contact. Là, il essaie de défendre avant. C'était une feinte, en fait. c'était une feinte. Et en fait, il réagit à toutes les feintes. Et c'est là où tu vois que, voilà, effectivement, il se fait amener d'ailleurs à la cage, tu sais, après Il un s'est amené contrôle, plusieurs sous fois dans chose qui son. n'était pas arrivée. Il Oui, s'est plusieurs amené. fois, mais il y a une fois à la cage, tu sais, où vraiment il se fait amener grâce au contrôle de Ouais. Merab à la cage. Parce que t'as Oumar hein, qui essaie de contrôler, mais il peut pas. Même ça, dans le rapport de force à la cage, ça y est, il est plus là. On sait qu'il est très fort là-dessus, Merab, qui Mais met Rab à beaucoup la de cage, pression. il est très très fort. Il est Eh très très oui. fort. Donc, C'est là où tu vois, je m'étais fait la réflexion qu'il n'a pas. En fait, c'est là où c'est intéressant aussi pour eux, c'est qu'ils n'ont pas du tout la même lutte dans le clan Nurmagomedov. Tu vois, un Islam merci. n'a pas du tout la même lutte qu'un Oumar. Parce Hmm. qu'il y avait plein de phases de corps à corps où il y avait un travail de judo, type judo à mettre en place, notamment sur des genoux de Merab où quelqu'un comme Islam recherchait à faucher la jambe d'appui, etc., comme il sait très bien le faire. Là où tu sens que Omar, c'est pas du tout son jeu. Et c'est là où je trouve ça dommage d'avoir toutes ces forces combinées, mais de pas les exploiter à 100%. Tu vois, c'est des choses qu'il pourrait intégrer dans son jeu. Mais finalement, là, lui, il est plus sur une lutte libre, hein. Omar, c'est vraiment de la lutte libre. Il shoot sur le single, le double, classique. Ouais, je suis d'accord. Après, c'est parce que aussi, c'est des catés différentes aussi, donc forcément, ils peuvent pas fonctionner de la même manière aussi. Enfin, tu sais, les aptitudes, tu sais, tu peux pas toujours les transposer en fonction des gabarits, mais c'est vrai qu'un peu de judo, ça peut se faire. Mais tu vois, je rebondis sur ce qui avait été dit par Nicolas Haute, tu sais, où il disait que, parce que c'est un argument qu'on m'a beaucoup donné avant le match. Euh, il s'entraîne avec ce qui se fait de meilleur, que ça soit Islam, que ça soit avec Oumar, que ça soit tout ça. Les mecs s'entraînent avec ce qui se fait de meilleur. Rabib, il est sur leur dos tout le temps. Il lutte pendant des heures avec lui, et ceci et cela, et patati et patala. Ok, j'entends parfaitement. Et c'est vrai que c'est une force. C'est le fait d'avoir que des tueurs dans ta salle, c'est une force. Sauf que c'est des gens qui se connaissent parfaitement par cœur et des gens qui ont le même style. Et là, en fait, j'avais mis une nuance là-dessus et ça aurait été pareil aussi avec Saroukian et c'est dommage qu'on n'ait pas pu voir ce combat-là. Mais le fait d'avoir un style de lutte complètement différent du tien, ça peut te gêner. T'as d'autres choses qui peuvent là t'apporter quelque chose que justement tu n'as pas l'habitude d'avoir, tu sais, quand tu es dans ta salle. Et là, on s'en est rendu compte aussi, tu vois. Ouais, ouais, non, mais c'est même au-delà de ça. C'est que. Alors, c'est vrai qu'ils ont un accès illimité à ce qui se fait de mieux. Ils ont des champions olympiques, enfin des vice-champions olympiques, etc., qui s'entraînent avec eux. Mais ces mecs-là, c'est des purs lutteurs. C'est pas de la Aussi. lutte MMA. C'est pas de la lutte MMA. C'est pas des mecs qui vont rentrer en single pour remonter au visage frappé, re-shooter derrière, etc. Donc, oui, tu apprends à défendre la lutte parfaitement. Alors, en vrai, je sais pas. Si, je pense que si. Je pense que sur un combat de lutte classique, Oumar est au-dessus techniquement que Merab. Moi, je pense. Peut-être. Là où Tsaroukian contre Islam, c'est l'inverse. C'est l'inverse.
C'est l'inverse. Moi, je pense qu'Oumar est au-dessus techniquement en lutte que Merab, mais pas en lutte MMA. Et oui. Et c'est marrant parce que tu sais, j'avais ce débat avec Anis, tu sais, au club, qui s'est mis à la lutte là. Il m'a dit ouais, je pense que je vais faire des compétitions en lutte parce que ça va m'améliorer mon jeu, tu sais, en grappling, en MMA et tout ça. Et je lui ai dit, comme je l'ai dit à beaucoup d'élèves, parce qu'on l'a vu par le passé. D'ailleurs, je le dis à tout le monde, comme ça permet de faire un petit conseil pour tous ceux qui voudraient faire ça. Faites de la lutte, oui, mais n'oubliez pas que la lutte n'est pas la même chose que le grappling, n'est pas la même chose que le MMA. Le règlement est différent, donc il y a plein de techniques qui vous serviront à rien. Il faut adapter sa lutte à votre pratique. En tout cas, si vous voulez pas devenir des lutteurs, si vous voulez rester des grappleurs ou si vous voulez être des combattants de MMA, il faut que ça soit une lutte qui est adaptée. Et faire de la compétition en lutte ne vous n'amènera rien de positif, voire même du négatif, parce que tous mes élèves qui ont fait ça se sont retrouvés à avoir une régression en grappling parce que justement, ils faisaient des mauvais choix, des erreurs bêtes qui étaient dues au règlement de la lutte et donc à la technique qui était inadaptée, et ça ne fonctionne pas. Donc ça ne veut rien dire. Et effectivement, quand tu te retrouves... Alors après, les lutteurs avec lesquels ils travaillent, ils ont l'habitude de travailler avec des gens du MMA, donc je pense qu'ils s'adaptent aussi. Mais effectivement, l'idée de se dire, je m'entraîne avec l'élite de la lutte, vaut mieux s'entraîner avec un excellent lutteur MMA qu'avec un champion olympique de lutte. Limite, tu sais, en soi, pour du MMA. Ouais, bien sûr, parce qu'il faut arriver à, maintenant, avec l'expérience qu'il y a dans ce sport, il faut bien comprendre que c'est un sport à part entière. Tu vas faire de la lutte pure pour faire du MMA. Oui, bien sûr que tu vas progresser techniquement, c'est évident. Mais ça remplacera pas de la lutte. C'est pas de la lutte MMA. C'est deux choses différentes. C'est ça. Exactement. Mais bon, parenthèse fermée, mais en tout cas voilà, c'était un peu l'idée. Donc avoir les meilleurs sparring ne veut pas dire que c'est ce qu'il te faut absolument pour être le meilleur dans une cage. En fait, c'est vraiment ça. Pour le coup, ils ont quand même ce qui se fait de mieux aussi en MMA niveau lutte. Tu vois, c'est vrai. Bien sûr. Mais sur des styles similaires. En fait, tu vois, c'est une école signature. En fait, on se rend compte que au-delà du Daghestan ou de la Tchétchénie, la team Khabib, et ça c'est ce que j'ai dit régulièrement, c'est un style signature, c'est leur style à eux. C'est-à-dire quand on dit les Dagestanais sont plus forts que les autres, non, la team Khabib était plus forte que les autres, tu vois, et toujours plus forte que beaucoup de monde, tu vois, parce que c'est pas parce qu'il y a une défaite qu'il faut, tout gommer, tout mettre sous le tapis, tu vois. Il reste encore parmi les meilleures équipes du monde. Même au-delà de ça, de toute façon, il y a un truc qu'il faut noter quand même et qui donne la victoire à Merab, c'est ce rythme et ce cardio, c'est quelque chose que tu peux pas retrouver. C'est la première fois qu'on voit ça en fait. Tu peux pas te préparer à ça. Tu peux pas. C'est-à-dire que même on te mettrait un mec frais à chaque fois, ça serait à l'entraînement, c'est pas un vrai combat, c'est pas pareil. Avoir un mec qui à chaque round augmente le rythme. Et tu vois, pour faire un autre parallèle, tu vois, j'aurais bien voulu voir Oumar contre Sterling. Oumar contre Sterling, c'est vrai que ça ouais. J'aimerais beaucoup voir ce combat aussi. Ouais, parce que là tu as aussi un autre style, encore une fois, tu vois. Et je pense que Sterling, c'est un des mecs qui potentiellement pouvait battre Oumar. Je sais pas, il y a match en tout cas. En tout cas, il y a match. C'est un match très intéressant. Et Merab contre Sterling aussi, j'aurais kiffé voir. Ouais, ça faut aller à l'entraînement pour voir ça. Jamais, mais... On continue vite fait avec le round 5. Donc Merab est toujours frais comme jamais. Et là, tu sens, hein, il lutte très rapidement. C'est défendu, mais il le harcèle en fait. Il le shoot des fois 2 fois d'affilée. Et à un moment, je crois qu'en 15 secondes, il y a 3 ou 4 shoots. C'est ça. Tu sens qu'il veut même pas amener en fait. C'est là où ça devient ouf, c'est que il prend la jambe, il relâche, il boxe. Feinte de lutte plus anglaise, tu vois, c'est exactement ce que j'ai marqué. Feinte de lutte plus anglaise. Ouais, en fait, tu peux même dire feinte, parce qu'il apprend vraiment la jambe. Il va au bout de sa feinte, en fait. C'est-à-dire que c'est pas une feinte juste je descends la main pour toucher la jambe. C'est j'attrape la jambe, mais je sais que je vais pas t'emmener. En fait, je veux même pas t'emmener. Mais je force déjà ton. C'est épuisant parce que tu prends ton appui, tu commences à rentrer dans ta tête en mode lutte, je vais défendre, et puis il relâche tout, il boxe, et ainsi de suite. Ouais, et tu vois. Il n'y a plus d'énergie. Single leg, j'ai noté aussi Merab, single plus fronted lock, plus il frappe en sortie. Tu vois, c'est-à-dire, il prend le single, il prend le fronted lock, il frappe. Il y a Merab qui met une droite qui sonne Oumar. Il envoie tout de suite le single leg, il le fait tomber, il le toise encore en le montrant du doigt, en lui disant vas-y, je t'ai fait tomber encore une fois. Et puis juste après, double avec le crochetage.
C'est ça. Et il le domine jusqu'à la fin du round. Et à la fin, tu vois, il recule, il court, j'ai gagné. Et puis il y a cette dernière frappe, tu sais, après le gong, tu sais, quand t'as Oumar qui lui court après, genre, hé, reste là-bas, tu sais. Donc effectivement, il y a ça. Il prend ce dernier round. Là, c'est un round à sens unique, hein, on va pas se mentir. Là, il y a vraiment cette notion de domination. Là, il domine de la tête et des épaules Oumar sur ce round-là, mais qui finalement n'a plus aucune énergie. Alors, il y a les commentateurs d'RMC qui disaient, ouais, il a laissé sûrement passer le round 4 pour se reposer, pour finir fort au round 5. Mais de toute façon, même si c'est vrai, même s'il a relâché dans le round 4 pour finir fort au round 5, il est tellement dans le rouge et l'autre est tellement toujours dans le vert que même si tu te reposes un round, de toute façon, tu n'auras pas assez récupéré pour pouvoir faire un round complet. Tu vois, mais tu vas 30 secondes, une minute d'action, puis après, c'est fini. De toute façon, pour se reposer, il faut que ton adversaire baisse le rythme aussi. Enfin, je veux dire, se mettre en off, ça veut dire gérer la distance, bouger, etc. Mais avec quelqu'un comme Merab, c'est pas quelque chose que tu peux faire. Tu vois, pour prendre le cas de figure, quel cas de figure est parlant? Makhachev contre Volka. Le 4, il se repose. Mais pourquoi il se repose? Il fait l'effort au début de shooter très vite et de prendre le dos. Et après, tu sens qu'il se repose parce qu'il n'y a pas vraiment la volonté de chercher quoi que ce soit. Mais il se repose dans une position forte. Là, oui, là, on peut dire que c'est du temps de repos. Là, je suis désolé. Pour moi, sur le round 4, tout ce qu'il subit, que ce soit en lutte, à défendre la lutte, plus les frappes, à aucun moment, il peut se reposer. Ah oui, non, c'est épuisant. C'est épuisant. C'est épuisant physiquement, psychiquement, moralement. Non, c'est épuisant. Donc bon. Décision unanime pour Merab, 48-47 x 2, 49-46 avec le round 1 qui a été donné par un juge, donc x1, enfin pour un des juges. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a ce que tu sais, t'as vu la vidéo qui tourne où tu voyais qu'ils étaient tellement confiants, la team Khabib, de gagner, tu sais, tellement ils ont l'habitude de gagner que Khabib voulait, tu sais, au moment de la décision, il était prêt à prendre la ceinture dans les mains de Dana White. T'as pas vu? Et t'as Oumar qui commence à lever le doigt et qui finalement se ravise, genre merde, putain, j'ai perdu quoi. Tu vois, c'est bizarre parce que quand la cloche sonne, tu vois les deux attitudes, c'est pas les mêmes. Hein. Ah oui, non, c'est sûr. Il n'a pas l'attitude de quelqu'un qui a gagné, Oumar. Alors, Oumar peut-être, mais quand même, tu vois son doigt qui commence à se lever, tu sais, au moment de la décision. Il commence à lever le doigt, style, et il redescend le doigt. Et t'as Khabib, en fait, moi déjà en live, j'avais vu qu'il avait dit quelque chose comme s'il avait voulu gratter la décision, tu sais, à Dana White. Dana White qui lui dit, mais je crois même qu'il lui dit, écoute, même je suis même pas au courant de la décision, tu vois, ou un truc dans le genre, tu sais, il lui fait un truc non, tu sais, je peux pas te dire ou quoi que ce soit. Mais je pense tu vois sur la pas la décision, Dana. Non, je crois pas qu'il sache comment ça se passe, mais je pense qu'il l'apprend en même temps que tout le monde. Hein. Je pense aussi. Et parce qu'il n'y a pas dans le circuit, tu sais, la feuille elle est donnée tout de suite à Bruce Buffer et puis ça s'arrête là. Lui, il monte juste avec la ceinture. Et tu vois donc sur la vidéo où tu vois Khabib qui commence à tendre les bras vers la ceinture et puis en fait qui se met la tête dans les mains, genre putain on a perdu, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. De là s'ensuit les interviews donc avec Oumar avec Merab qui est content et tout ça, qui dit qu'il était blessé à la jambe. Là-dessus, il le redit à ce moment-là. Puis, rien d'intéressant véritablement dans cette interview, enfin, rien de significatif. Et après, t'as Oumar qui lui prend la parole, qui est interviewé, qui parle de sa main cassée dès le premier round. Donc, c'est un game changer et qu'il faut qu'il revoie le combat. Mais pour lui, il avait la victoire. Tu vois, même si tu dis que dans le non-verbal, tu sais, il n'est pas aussi content que Merab. Mais en tout cas, dans le verbal, il dit qu'il a gagné ce combat. Et encore aujourd'hui, il dit quand même qu'il a gagné ce combat, tu vois. Que potentiellement, il a pris suffisamment de rounds pour pouvoir remporter ce combat. Donc, la main cassée, ça change quelque chose. Il dit qu'il n'a pas pu frapper à partir du round 1. Bon, quand tu regardes le combat, tu te rends compte qu'il frappe quand même. Là-dessus, il frappe, voilà. Une main fracturée dans un combat, c'est quelque chose qui arrive très souvent. Enfin, il y a combien de combattants, notamment on parlait de Cyril Gane tout à l'heure, qui lui s'est fracturé et la main et la dernière fois les 3 orteils. Et pourtant, ça fait partie du jeu, tu vas au bout. Pour moi, est-ce que c'est la raison de sa défaite? Non, jamais de la vie. C'est le cardio qui a fait, le rythme imposé, le cardio qui a fait qu'il a perdu ce combat. C'est pas un combat assez suffisamment serré où tu sens qu'il y a eu un impact véritablement de la main qui change quelque chose. Il a défendu de la lutte de la meilleure des manières, il a continué à boxer. Enfin, tu vois, il était encore compétitif. En fait, dans le round 2, il est compétitif.
même sur les derniers rounds, les phases de lutte, techniquement, il fait ce qu'il faut. Il se place comme il faut, il fait exactement ce qu'il faut. Techniquement, il est au point. Là, pour le coup, pour moi, la différence, elle se fait uniquement sur le cardio, sur ce combat. C'est ça le game changer, c'est le cardio et le rythme imposé. Ce qui était prévisible, mais c'était une inconnue. Ça, on ne pouvait pas le savoir. On misait sur ça, mais on aurait pu se tromper. Voilà, pour le coup, ça a fonctionné. Donc écoute, il nous a quand même confirmé, pour le coup, Omar, parce que c'était, hormis le combat contre Sandhagen, c'était son premier vrai test, là. Il nous confirme quand même que le mec est au niveau. Il est au niveau. Il est au plus haut niveau de l'AKT. Parce que finalement, je pense que hormis, là, quand tu regardes l'état de l'AKT, je ne sais pas qui pourra lui mettre. Bah, n'importe qui, hein. Tu sais, moi je veux bien le voir contre un Figueiredo, je veux bien le voir contre un Petr Yan. Tu vois, il y a des combattants comme ça. Non, c'est vrai. Tu vois, il y a des combats intéressants à faire. Ouais, c'est vrai, il y a des combats intéressants à faire. Tu vois, contre Petr Yan, moi je signe, hein, tous les jours. Hein. C'est peut-être potentiellement la suite en plus. Bah, je sais pas, à moins qu'il fasse monter Petr Yan qui a battu Figueiredo pour prochaine chance au titre, puisqu'il voulait lui laisser sa chance. Bah, de toute façon, il y a une réalité. Hein. Merab, il est dans une situation, il a déjà battu tout le monde. Donc, vu qu'il a déjà battu tout le monde, il va falloir qu'il fasse des rematchs, de toute façon. Honnêtement, même pour Yann, je pense que c'est plus utile, et on l'avait dit suite à sa victoire contre Figueiredo, que finalement, oui, il avait fait une belle performance, mais il n'y a pas énormément de changements dans ce qu'il proposait. Je pense que c'est plus utile d'avoir un combat limite de prépa. Alors, ça passe ou ça casse, mais contre Oumar, avant de reprendre Merab, que de prendre Merab tout de suite. Et même Merab contre Oumar contre O'Malley, hein. Je prends aussi, hein, quand il va revenir. Ouais, Oumar contre O'Malley. C'est pour ça, je te dis, il y a plein de combats à faire. Hein. Et c'est là où véritablement on verra si jamais il passe 2-3 tests comme ça. On verra si, là, je pourrais dire véritablement s'il est véritablement au niveau. Parce que c'est quand même. Enfin, il est au niveau. Attends. Parce qu'après, on va me dire, ouais, t'es trop dur. Non, il est au niveau, il l'a prouvé, puisqu'il a fait un match quand même qui était compétitif, au moins sur 2 rounds. 2 rounds et demi, on va dire, sur le combat. Et après, il y a eu le cardio qui a fait toute la différence. Donc, il est compétitif. Mais maintenant, c'est une KT Bourbier, quand même. C'est une KT où il y a du monde derrière. Donc, ça veut dire que, tu vois, Sandhagen, la preuve est, Sandhagen, on en a parlé la dernière fois, c'est quelqu'un qui est très fort, très très fort, mais qui s'est cassé les dents et qui a jamais eu sa chance au titre. Tu vois, il y a des profils comme ça, ils se sont cassés les dents, ils n'ont jamais eu leur chance au titre. Merab, il est très fort. Là, il a eu la chance d'être propulsé au titre. Ok, très bien. Maintenant, on verra si, en affrontant d'autres personnes du top 5, si potentiellement il peut la ravoir rapidement ou moins rapidement, ou pas du tout. Tu vois, parce que s'il se fait, ce que je ne pense pas, hein, sincèrement, hein, mais s'il se fait rouler dessus par Petr Yan, s'il se fait rouler dessus par Figueiredo, s'il se fait rouler dessus par O'Malley, bah, il va pas revoir de chance au titre de sitôt, tu vois. Mais ça, on le saura que s'il les affronte. C'est vrai. C'est vrai que pour lui, en tout cas, il y a des combats intéressants. Pour Merab, c'est plus compliqué. Merab, il pâtit du fait que, comme beaucoup de champions comme Pantoja, par exemple, tu sais, ils ont déjà roulé sur tout le monde avant d'atteindre le titre. Alors, pour Pantoja, c'est parce qu'ils ont tardé à le mettre. Lui, Merab, c'est parce qu'il a tardé à se mettre parce que c'était Sterling qui était là à la base. Donc, il voulait pas affronter son pote. Ok. D'ailleurs, il l'a dit en interview. Hein, il y a quelqu'un qui lui a demandé si c'était le GOAT de la KT. Il a dit, faut pas oublier qu'il y a des combattants comme Sterling. Dominique Cruz. Et Dominique Cruz. Donc, tu vois, en plus, il a cette humilité-là. Tu vois, lui, pour le coup, il est humble pour de vrai. Tu vois. Donc oui, il a tardé à y être. Et effectivement, avant d'y être, il a dû affronter tout le monde. Et donc là, c'est compliqué. C'est compliqué. Et c'est pour ça que si on fait un parallèle avec Islam Makhachev, tu sais, même si maintenant, attention, disclaimer, qui monte, ça me dérange pas parce que voilà, effectivement, c'est pas le bloquer, ça sert à rien. Mais quand on vient me dire que Islam Makhachev a fait un run de malade contre tous les meilleurs combattants de la KT et qu'on voit des Pantoja et des Merab, tu sais, si tu dois choisir, le chemin était beaucoup plus dur pour les deux autres que pour Islam, tu vois, en soi. Ouais, je suis d'accord. Donc, de toute façon, c'est factuel. Hein. Il y a juste à regarder le Sherdog de chaque combattant. Oui. Donc voilà. Mais la suite, c'est vrai que pour Merab, savoir qui vont lui mettre après. Il y a O'Malley qui parle de ouais, il y a O'Malley. prendre à son retour, mais
Moi, je vois bien O'Malley et je te dis Petr Yan contre Oumar. Et puis même, ça me plaît comme combat, ça. Pareil, ça me plaît aussi. Moi, j'aimerais bien le voir contre Oumar, contre Petr Yan, j'aimerais bien vraiment les 3 que j'ai cités. Figueiredo, Petr Yan, O'Malley. Voilà. Ouais. Peu importe ce qu'il arrive. Tu vois, c'est vraiment 3 combats que j'ai envie de voir. Ouais, il est jeune, de toute façon, il a le temps. Tu vois, là, il a été propulsé tôt, mais il est jeune, il a le temps. Et ça, c'est sûr. Et il y a de fortes chances qu'il soit champion. Pour de vrai, il y a de fortes chances qu'il soit champion. Mais j'ai envie de le voir contre ces profils-là. Ouais. On enchaîne ? Main event. Main event qui est main event de Wish. on avait le main event qu'on voulait et au final on a eu Paul qui a été déshabillé pour habiller Jacques puisque justement il devait y avoir. Avant même de parler de ce main event, moi je suis dégoûté finalement de pas avoir eu le combat Moïcano contre Dariush. Parce que je l'attendais quand même ce combat, même si les deux ne sont plus au top. Stylistiquement, là où ils se situent les deux, je pense que le combat il aurait été vraiment intéressant à voir. Bien plus intéressant que le combat qu'on a eu là. Bah, c'est un combat qui faisait sens. En fait, on est parti de 2 combats qui faisaient sens à un combat qui fait plus sens. C'est vraiment ça. Ouais. Et effectivement, Moïcano, tu vois, ça aurait été un vrai test pour lui parce que il faut pas enterrer Dariush tout de suite. Parce que Dariush, ça reste un combattant qui est compliqué. Donc, ça aurait fait un vrai test match pour Renato Moïcano pour justement vous montrer s'il pouvait espérer un jour, parce que c'était un des profils qui monte, Moïcano. Donc, espérer une chance au titre un jour. Là, ils l'ont fait monter. C'est un top 10. C'était même le 10e du top 10. Et ben, tu sais, je le dis assez souvent, et je l'ai encore dit à notre auditeur et ami maintenant, Imanol, sur les réseaux, tu sais, en message off. Quand je dis à chaque fois qu'il y a le top 15, il y a le top 10, il y a le top 5, le top 3 et le champion, et que c'est des strates, et que chaque strate est importante à prendre en compte, c'est quand on me dit, ouais, il a roulé sur tout le top 15. Ouais, mais du 15 au 10, c'est déjà un niveau autre que du 10 au 5, que du 5 au 3 et du 3 au champion. C'est vraiment des mondes différents. Et on en a eu la preuve encore ce week-end avec Renato Moïcano qui a roulé sur Benoît Saint-Denis, a roulé sur Turner, a fait ce que vous voulez. Mais sur Turner. Ouais, enfin, en tout cas, a battu Turner. Il a eu chaud, mais il a su réadapter pour ensuite lui rouler dessus. Parce que souviens-toi, stratégiquement, il a quand même fait des modifications qui a fait que à l'expérience. Donc voilà, il a été chercher la soumission quand même. Donc c'est quand même quelque chose de fort à faire sur un mec qui était quand même puissant et qui était dans une pleine hype aussi, tu vois. Qui normalement, tu vois, ça aurait dû être Turner, par exemple, qui aurait dû être à cette place-là, tu vois, plutôt que Moïcano. Si t'écoutais les bookmakers à la base, tu vois, ou les analystes. Ouais. Tu vois. Donc, ça reste quelqu'un qui est 10e du top 10. Et déjà, contre Dariush, c'était un problème, déjà pour lui. Là, maintenant, il a tenté sa chance contre Islam, il l'a prise, il a raison. De toute façon, il n'avait rien à perdre. Lui a raison, comme il a dit. De toute façon. Et quand même, on peut notifier le fait que Islam accepte, parce que il y a des champions qui ont refusé des changements d'adversaire comme ça au dernier moment. On est d'accord. Et ça, le profil n'est pas le même. Enfin, pour le coup, c'est lui qui a tout à perdre sur ce combat. Moïcano, c'est comme il l'a dit, peut-être que c'est la première fois de ma vie que je fais le combat pour le titre. Il l'a dit. Ça se reproduira peut-être jamais. Et il y a de grandes chances que ça se reproduise pas. Donc pour lui, c'est tout bénef. Mais ça lui donne une visibilité. De toute façon, ça se voit. T'as vu sur quelle musique il rentre ? All Eyes on Me. Tous les yeux sont sur moi. Et il a raison. Il a réussi à se mettre sur le... Déjà qu'il était en main card d'un gros UFC, parce que c'était un gros UFC. La carte était quand même très intéressante. Mais au-delà de ça, il a réussi à être main event de cet événement-là. Donc c'est parfait. Alors après, pour ceux qui nous disent, oui, pourquoi ils n'ont pas mis Dariush à la place ? Parce que Dariush, il est en fin de carrière. C'est inutile de le mettre pour une chance au titre, puisque de toute façon, il ne va pas le défendre. C'est pas ça. C'est que Dariush, il est sur une défaite. La logique, elle est là. Tu ne peux pas mettre un combattant sur une défaite, un combat pour le titre. Entre les deux, c'est Moïcano qui monte. Mais même au-delà de ça, tu sais, parce que mais Dariush, il était mieux classé. Donc, tu sais, tu pourrais choisir aussi le classement. Mais même, tu peux pas, c'est pas possible. Et pour moi, c'est surtout qu'il est en fin de carrière. C'est surtout ça. C'est surtout qu'il cherche un ou deux derniers combats et puis après voilà, je crois que c'est la fin. Tu sais, il finit son contrat et puis après salut. Donc ils vont pas le propulser un mec qui risque et en plus qui a un style
peut être compétitif face à Makhachev, parce qu'il aurait été plus compétitif Dariush que Moïcano, ça j'en suis persuadé, tu vois. Enfin, tout dépend de la version de Dariush qu'on a, s'il était vraiment déter à faire un vrai combat. Alors, si on part du principe qu'il est en forme, c'est vrai que ce combat est intéressant. Plus intéressant que ce qu'on a vu. Maintenant, il perd pas au change, Dariush, hein, il a eu son salaire en totalité. Et il est rebooké, je crois, sur l'UFC 313 ou 314, quelque chose comme ça. En tout cas, très prochainement. 313, et il a eu en plus, il a eu son avec la prime de victoire. Donc, salaire en totalité plus prime de victoire. Donc c'est pour ça qu'il a pas fait de vague. Hein. Il est bien content comme ça. C'est ça. Et en plus, il demande, alors je sais pas si ça se fera, mais soit Poirier, soit Hooker, soit Chandler. Non, pas Hooker. Poirier, soit... Attends. Poirier, Chandler ou... Le troisième, c'est qui? Non. Gaethje? Ah, je sais plus. Ah, peut-être Gaethje. Non, Holloway. Holloway? Ouais. Ok. Donc, dans tous les cas, s'il a un de ces combats-là, tu vois, c'est mieux que Moïcano. Tu vois, c'est plus de visibilité que Moïcano, tu vois, pour finir en beauté. Donc s'il arrive à obtenir ça. En tout cas, un combat... que dire? Tu sais, je suis assez mitigé sur ce combat. Parce que déjà, je disais que si Moïcano il gagne, c'est l'upset du siècle. Et j'ai déjà ma case de cocher pour les awards de 2025. C'était fait. C'était fait. Mais on n'y croyait pas plus que ça. Mais quand tu vois le début du combat, que tu vois Moïcano qui envoie des low kicks, qui commence à toucher en anglaise, au point que il glisse ou il glisse pas. Enfin, tu sais, cette interprétation, il a glissé, il a pas glissé. J'ai remis le ralenti 10 fois. En fait, il glisse, il prend le crochet dans la garde, tu vois, il est bien couvert. Sauf qu'au moment où il le prend, il a les deux pieds sur la même ligne, donc il est déséquilibré. Mais il n'y a pas de danger. Franchement, pas de danger. J'ai vraiment détaillé, parce que pour le coup, quand c'est un combat aussi court, je mets ralenti, etc. Pour moi, Islam, il est sur la prudence. Il prend aucun risque, parce que, on l'a dit, il a beaucoup à perdre. Il est vraiment sur de la prudence. Mais dès qu'il décide d'attaquer, et finalement très rapidement, suite à cette chute, hein, quand il se dit c'est maintenant, il rentre en lutte, il shoot sur le double, il remonte sur le single, ça défend un petit peu et repasse le bras par-dessus l'épaule. Il fait chuter à partir de là. Et puis c'est le début de la fin. C'est le début de la fin, plutôt provoqué par Moïcano, en fait, parce qu'il se retrouve dans la demi, où tu sens que il fait pas énormément de dégâts non plus, il est plus sur du contrôle. Et puis t'as Moïcano. Parce qu'il bloque bien, hein. De toute façon, Moïcano, il bloque bien aussi, tu vois, il sait comment bloquer les bras. Hein. Ouais, et puis c'est peut-être ce qu'il aurait dû faire finalement, tu vois, pour démystifier peut-être un peu le truc, passer le premier round. Tu sais, passer le premier round, tu rentres dans ton combat, tu t'engages le deuxième round différemment. Il a forcé le truc pour se relever. Il a repris de la distance. Mais pas de la bonne manière. Ouais. Et puis quelle efficacité. Alors, sur cette soumission, je pense qu'on peut dire que c'est vraiment sa spéciale. Hein. Parce que quand il verrouille cette soumission, tu vois, il prend le front headlock, il décale, il verrouille son avant-bras. Voilà, il ne va pas chercher le creux du coude, il verrouille son avant-bras. Puis à partir du moment où il se laisse tomber sur le côté et qu'il serre, mais ça tape c'est dans les 2 secondes qui suivent. C'est ouf. Oui, c'est la même qu'il fait à Poirier, et t'as Dimitri Johnson qui dit qu'il l'a pris 2-3 fois aussi là-bas, parce qu'il s'est entraîné là, enfin il est parti là-bas pour les entraîner ou pour s'entraîner, je sais plus, et effectivement il l'a pris plusieurs fois. Non, tu te sens qu'il développe une puissance de dingue. Mais en fait, moi, je remets le contexte, parce que là, tu parles de toi qui l'a revu plusieurs fois et tout ça, donc avec à froid. Moi, je parle d'à chaud, tu sais. À chaud, quand je le vois, tu sais, tu vois pas encore le ralenti. Donc tu vois comment tu vois Islam qui tombe un peu sur les fesses. Tu te dis, tu sais, en plus t'es là, c'est le dernier combat, il est 7h du matin. C'était pas, moi je prends mes notes en même temps. Donc je le vois tomber et je me dis, Moïcano, en tout cas pour l'instant, il arrive à toucher. Tu sais, il a rien à perdre, il se lance et tu sens qu'il y a de la pression au niveau effectivement d'Islam qui se livre pas, tu vois. Donc tu te dis, est-ce qu'il commence pas à faire un non-match? Et puis effectivement, dès qu'il commence à rentrer dans les jambes, moi aussi c'est ce que je me dis. Je me dis bon allez, déjà il l'emmène assez facilement. Et c'est là où je me dis que Moïcano, c'est là où je me dis l'inverse. Putain, Moïcano, en fait, lui aussi, j'ai l'impression qu'il est un peu spectateur de son takedown, tu vois. C'est-à-dire au lieu de défendre et d'être dur sur la défense, tu sens que et c'est là que tu vois que psychologiquement, et on en a souvent parlé, psychologiquement Moïcano, il est pas dedans. Tu sais, tu sens que c'est trop pour lui. Tu sais, entre se dire je peux le faire et être dedans et se dire je dois le faire,
C'est deux choses différentes et tu sens que psychologiquement, il n'est pas dedans. Et c'est pour ça qu'il est spectateur du combat et c'est pour ça qu'il fait de mauvais choix. Tu sais, et on l'a déjà dit, quand tu affrontes quelqu'un de fort, souvent, tu perds parce que en fait, t'es pas à fond dans tes mouvements. On en a parlé plein de fois sur l'aspect psychologique des combats. Et là, tu te rends compte que c'est ça parce que même quand il repousse, tu sais, Islam, pour se relever, tu vois, tu sens que c'est mou. Tu sais, c'est pas quelque chose où il va lui rentrer dedans véritablement. Tu sais, il le pousse un peu, puis il se remet à genoux, et puis il rentre le bras, tu sais, à la hanche, mais pareil, il rentre pas profondément. Il le rentre à peine, il pose à peine la main sur la hanche. Tu sens qu'il a le chemin, mais il a pas l'envie. Il a pas la détermination, en fait, de le faire. Il met en place le chemin, mais pas la détermination. Ce qui fait que ça a été très facile, effectivement, pour Islam de se prôler et d'attaquer le bras-tête. Et vraiment, bon, bah, combat facile. Combat facile. Mais tu sais. Honnêtement, il aurait pu être à 1000% sur ses mouvements, il se serait fait rouler dessus de la même manière. Je le pense aussi. Notamment sur la défense de lutte. Hein, parce que tu dis, il n'a pas défendu. Il n'a pas été dur sur la défense. Est-ce qu'il pouvait être dur sur la défense? Enfin, non, il était trop rentré. Non, mais même, il y a un monde d'écart en lutte entre ces deux combattants, où pour le coup, Moïcano, il n'est pas connu pour avoir une défense de lutte formidable. Enfin, Makhachev, il le jette en l'air tous les jours. En lutte, alors là, il n'y avait vraiment aucun débat. Autant sur la partie striking, on peut toujours être surpris et prendre un coup, ça peut toujours arriver. Autant sur la partie lutte, il y a vraiment, là pour le coup, un écart monstrueux. Ouais, après, c'est pas sur la partie lutte, moi, dont je parle, parce que la partie lutte, effectivement. Non, mais quand je dis, en fait, il est spectateur de son takedown, c'est qu'il essaie, tu sais, de pousser un peu la tête, enfin, de mettre le bras, tu sais, devant la tête pour essayer de le retenir. Mais tu vois qu'il n'y a pas une envie particulière de bloquer. On se rend même pas compte, parce que ça va trop vite. Mais en l'espace d'une demi-seconde, une seconde, il part sur 3 techniques différentes. C'est-à-dire que déjà c'est ouf. C'est-à-dire qu'il y a le double, single, et single avec le bras, avec le bras sur l'aisselle. Donc déjà, tu passes sur 3 défenses différentes en une seconde. Il faut quand même, là, pour le coup, si tu n'es pas un lutteur d'élite, tu vas chuter, c'est sûr. Non, mais c'est sûr et certain. Moi, c'est sur le sol. C'est sur le sol. Et voilà. Et c'est gestion. Et c'est justement là où j'en venais. Moi, c'était pas sur la partie lutte dont je parle. C'est vraiment sur la partie sol. Où vraiment, tu sais, sur le fait de... C'est là où, quand il veut remonter, tu sens qu'il y a un chemin, mais c'est pas le chemin le plus technique possible. Tu vois, il le pousse à l'arrache et il essaie de rentrer à l'arrache, tu sais, vraiment sur un truc où tu sais que tu vas te faire piéger. Ou même si tu prends pas un étranglement, de toute façon, tu remonteras jamais parce que le mec, il va te tasser. Il a assez d'expérience pour savoir que c'est ce qui va arriver. Tu sais, on sait très bien les techniques où tu sais que tu vas te faire tasser. Surtout quand tu es face à un bon lutteur. Tu vois, face à un lutteur, jamais, normalement, tu remontes comme ça. Jamais de la vie, tu remontes sur du wrestle-up. Parce que c'est ce qui s'est passé. Donc, le fait de wrestle up, c'est le fait de se relever avec des techniques de lutte. Parce que c'est ce qu'il fait. Quand il se remet à genoux, qu'il va chercher la hanche, c'est pour se relever avec. C'est pas pour faire du sol. Il aurait mieux fait qu'il reprenne de la distance avec ses jambes pour l'emmener dans une phase au sol où il est plus dominant, tu sais, où il se remet dans une position plus dominante pour lui pour pouvoir travailler, plutôt que d'essayer de se relever de cette manière-là, où là, tu es sûr qu'il va se faire piéger. Après, tu sens que sur l'étranglement, il a la défense. Parce que tu vois comment il commence à tourner et tout ça. Très rapidement, tu vois, tu sens qu'il connaît le chemin, mais par contre, c'est beaucoup trop verrouillé pour ça. Et là où je suis d'accord avec toi sur l'amener au sol, c'est à quoi ça me fait penser quand tu tournes, tu sais, avec un gosse, tu sais, et que tranquillement, tu sais, tu vas le poser au sol, tu sais, tu viens, tu tombes à genoux dans ses jambes, parce que t'as pas envie de le percuter, mais tu tombes à genoux dans ses jambes, tu prends ses jambes, et puis là, tu commences à le faire chuter. J'ai eu vraiment cette impression-là, du papa avec son enfant, tu vois, qui l'emmène facilement. Ah bon, lui, il y a un monde d'écart. Un monde d'écart. Vraiment, surtout que là, pour le coup, il a quand même bien dû préparer la lutte. Alors, toujours, mais comparé au combat qu'il devait faire contre Tsarukyan, il devait vraiment être au point sur la lutte. Ça faisait pas un pli. Ça fait pas un pli. Non, je pense vraiment c'est que quand même dommage. Moïcano, c'est un mec du sol. Je pense que le style grappleur, c'est compliqué quand même d'affronter Makhachev avec ce style-là. Là où un Oliveira amène quand même de l'incertitude parce qu'il a en plus un striking d'élite et il frappe très très fort. Mais venir en pur grappleur, c'est compliqué. Venir en pur grappleur, c'est compliqué, mais à la condition que, enfin, si tu t'aurais peut-être une petite chance si tu fais du grappling. Le problème, c'est qu'il a pas fait de grappling. Le problème, c'est il est venu en pur lutteur. Là, enfin, limite, quand je dis ça, je dis une connerie parce que ça a duré 3 secondes le combat. Mais il est venu en pur lutteur. Il est venu pour même au sol, il a fait de la lutte. Tu vois.
Tu sais, Il en n'a pas fait de fait, grappling. au début, il est sur une phase de blocage. En fait, c'est ça. Il bloque fort. Tu sais, il met son triangle du dessus, il met le triangle sur la demi-garde, contrôle fort. Donc, en fait, il t'oblige presque à tout tenter pour reprendre de la distance. Et c'est là où après, il profite pour faire son passage ou autre. Mais il est quand même intelligent dans son approche au sol. Hein. Il a pas le niveau technique d'un pur jujitsuka, mais il sait comment annuler le jujitsu. Et Oui, il sait comment je suis d'accord. finaliser. Et avec ces deux armes-là, finalement, tu peux battre quasiment tout le monde au sol. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Pas Non, puis vouloir même au-delà de comploter, ça, on voit il est encore quand même bon la puissance techniquement. qu'il a et cette qualité de finition. C'est quasiment comme avoir le knockout power debout, tu vois. C'est-à-dire que maintenant, à chaque opportunité où le mec te prend la tête, tu sais que c'est. Voilà, t'es dans la merde en fait. Tu te retrouves en panique de cette position. Oui, non, mais c'est clair. Non, mais c'est un très très bon grappleur. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et le fait qu'il l'attaque de cette manière-là, en plus le bras-tête, donc ça veut dire déjà que s'il arrive à l'attaquer comme ça, c'est qu'il développe une force de malade. Et le fait de l'attaquer comme ça, en plus, ça te. Je sais pas, c'est pas le schéma habituel. Tu sais, d'habitude, comme tu l'as dit, tu viens chercher le biceps, tu viens pas chercher l'avant-bras. Donc Et tu sais que forcément, tu as. j'ai essayé deux, trois fois là depuis, mais ça Ouais. marche de ouf. Ça marche de. Ouais, mais dans le schéma de défense, tu vois, comme t'es pas habitué à ce qu'il place ses mains comme ça, forcément, tu sais, tu t'as pas tes réflexes sont peut-être pas aussi. Tu vois, regarde, si je fais un parallèle entre ce qui s'est passé entre Oliveira et Tsarukyan et là ce qui s'est passé là, le fait de rentrer plus profondément, tu vois, le bras, tu vois, ça te permet toi de venir et d'effacer ton épaule, tu vois, d'avoir l'épaule plus basse si jamais tu fais l'Aquaman. Mais quand tu es fermé de cette manière-là, tu vois, t'es un peu plus coincé. T'es plus bloqué de la manière dont il l'attaque. Ouais, Déjà, ton oui. bras, il est contre le sol, donc tu peux pas l'effacer. Tu vois. Donc déjà, c'est un peu plus compliqué. Là où Oliveira, il l'attaque, où tu es encore face au sol. Donc Ouais. c'est facile d'enlever ton bras. En fait, il faudrait avoir le réflexe, et maintenant, je pense qu'il y en a certains qui l'auront, mais c'est avant qu'il tourne. Sauf que ça va vite, en fait. Parce que dans l'idée, il faut que tu effaces ton bras avant qu'il tourne les hanches et qu'il t'amène au sol. Parce que dès que tu es amené au sol, là, c'est mort. Et en plus, il y a un facteur que tout le monde ne sait peut-être pas, mais quand tu prends un Darce Choke par rapport à l'anaconda, Ah, mais quand c'est tu prends le impeccable. Darce Choke, tu as les cervicales, mais tu as aussi le muscle, le scom. Tu sais, ce muscle du cou là que vous pouvez saisir. Souvent, tu tapes, parce qu'il y en a plein qui ont dit, ouais, il a tapé très très vite sur l'étranglement. Mais souvent, c'est pas l'étranglement qui te fait taper. C'est Ouais. le fait d'avoir ce muscle là qui est complètement comprimé, compressé, Ah, c'est et qui te horrible. fait donc une compression C'est horrible. musculaire de malade. Tu as l'impression qu'il va se rompre, tu vois. C'est ça, en fait. Et, Mais euh, et moi, donc, la darse, très souvent, je tape sur une douleur avant de taper sur l'étranglement. exactement. Autant l'anaconda, tu résistes, mais après, tu tapes parce que tu sens que tu vas t'endormir. Autant la darse, tu tapes vite. Tu tapes vite parce que, comme tu le dis, c'est soit une douleur. Moi, c'est les cervicales. Je sens que mon cou, il va claquer, tu vois. Et finalement, c'est peut-être le muscle. Hein. Je savais même pas qu'il y avait un muscle à ce niveau-là, mais je sais que c'est une douleur qui me fait taper sur la darse. C'est là. C'est ce muscle-là. Tu sais, celui-là, là, ici, là. Tu vois, c'est ça le scom. Ah bah, c'est Mais possible. toi, t'es fragile des cervicales, de toute façon. Ouais, Tu fais du kimono, t'es bloqué pendant 4 jours, juste parce que ouais, le mec a c'est tiré pour sur ça la que j'en veste. fais pas. Donc, c'est pour ça que l'homme fait que du nogi, sachez-le. Mais en tout cas, ouais, non, mais par contre, tu vois, quand suite à ça, parce que voilà, il gagne ce combat facilement, tu sens qu'il y a beaucoup de pression qui retombe quand même. Tu sais, quand il dit, voilà, c'est bon, j'ai gagné, machin, tu sens que, tu vois, tu disais tout à l'heure, la pression de prendre celui-là en short notice et tout ça, c'est vrai, parce que tu as toujours une incertitude, il y a de la pression qui se relâche. Maintenant, qu'ils viennent prendre la parole en sortie de match, après avoir battu Moïcano, qui est classé top 10, et dire je peux prendre le vainqueur, je peux prendre la KT du dessus, et voire même 2 KT au-dessus, avec la KT des 84, je prends du Plessis, je prends qui vous voulez, c'est pas la bonne temporalité pour le faire. Tu prends Tsaroukian, tu lui roules dessus, tu sais, une deuxième fois, c'est ce qui se fait de mieux avec Oliveira dans ta KT, parce que ne nous mentons pas, la KT, on l'a dit plein de fois, hein, c'est pas la KT du siècle, hein, c'est pour ça, en tout cas aujourd'hui, c'est pour ça quand on dit ouais, Islam, machin, ceci, cela, ok, il n'a pas battu non plus l'élite de l'élite de l'élite, monsieur. Tu vois, bientôt il va battre le record ou atteindre le record d'Anderson Silva. Là, il a battu le record de défense de Khabib, mais d'Anderson Silva, tu sais, sur le nombre de combats Il a gagnés un combat. consécutifs, c'est pas la même adversité. Rich Franklin, Bonnard, Sonnen, enfin, tu vois, les combattants qu'a affronté Anderson Silva à l'époque où ils se sont affrontés, c'est une toute autre adversité
qu'un Poirier qui est aux portes de comment dire, aux portes de la retraite, même s'il est encore très compétitif, et il faut le dire. C'est pas la même chose que Oliveira, par contre, non, ça, Oliveira, il était dans son prime, il était au meilleur de lui-même, donc ça, c'est une vraie belle victoire. Mais quand on me parle il a battu Tsarukyan, oui, il a battu Tsarukyan qui est rentré à l'UFC, c'était un bébé. J'aurais voulu le revoir aujourd'hui. C'est pour ça que cette sortie-là, je l'entends plus si, et encore, 2 KT au-dessus, faut peut-être pas s'enflammer non plus, parce que les 84, c'est quand même un autre monde. Ah, moi, je signe pour 2 KT au-dessus. Hein. Oui, pourquoi pas, mais c'est pas facile, c'est pas gagné d'avance, tu vois. Ah, non, mais après, personne ne dit que c'est facile, mais ça, c'est quelque chose que moi, si ça se fait, pour le coup, tu vois, on cherche du panache. S'il monte là, admettons qu'ils prennent la ceinture au-dessus, si il enchaîne avec les 84, alors là, magnifique. Magnifique. Plus rien à dire. Victoire ou défaite, on s'en fout, mais ça serait du jamais vu à ce niveau-là, en tout cas à l'UFC. On est d'accord, mais que ça soit Duplessis ou que ça soit, admettons, Shimaev, tu vois. Mais même Strickland, mais même Strickland. N'importe qui. Tu vois. Des quarts de c'est loin d'être gagné. Ouais, mais ça serait incroyable. C'est des mecs qui font presque 100 kilos dans la vraie vie. Hein. C'est pas ils font presque, ils font 100 kilos. Enfin, ils sont à 100 kilos, ouais, dans la vraie vie. Ouais, c'est ça. Donc ouais, c'est quand même compliqué. Mais tu vois, de faire cette sortie-là juste après avoir battu Moïcano, qui est quand même le 10e de ta KT, tu vois, encore une fois, quand tu regardes, si tu regardes combien de top 5 il a gagné, il en a battu 2. Alors après, je sors Volkanovski de l'équation. Oui, c'est une grosse victoire d'avoir battu Volkanovski et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais je le sors de l'équation. Je parle vraiment de lightweight, tu vois, vraiment de gens de sa KT. Il a battu 2 top 5. Dont le champion, effectivement. Mais sinon, il a battu que 2 top 5. Le reste, c'est du top 10, c'est du top 15. Et je l'ai dit tout à l'heure, top 10, top 15, top 5, top 3, top champion, c'est des mondes différents, mais des mondes vraiment différents. Ouais. Moi je trouve que Dana, il fait une connerie, et d'ailleurs Daniel Cormier dit la même chose, de dire qu'il ne faut pas qu'il reprenne Tsarukyan tout de suite. Ouais, je suis d'accord. Il devrait reprendre Tsarukyan. Je suis d'accord. Je suis d'accord parce que pour moi, c'est le seul combat qui a du sens actuellement. Tu parles du top 5, je suis pas forcément d'accord avec tous les trucs parce que finalement, dans le top 5, il y a des mecs comme Justin Gaethje. Moi, c'est un combat que je veux pas du tout voir, qui m'intéresse absolument pas parce que le résultat, ça va être une Moïcano, tu vois, c'est peut-être même encore plus simple. Donc, moi, je pense qu'il y a des combattants dans le top 10 qui sont plus chiants pour Makhachev que des combattants dans le top 5 pour le coup. Oui, alors c'est vrai que, et c'est ce que je disais tout à l'heure, cette KT-là, les lightweight, le problème c'est qu'elle est bouchée par des vieux qui sont encore compétitifs, mais qui restent des vieux et qu'on sait qu'ils ont pas un style, enfin ils ont un style propice à Islam. Il y a ça aussi, hein. Et ça, il faut pas. Ceux qui le nient, c'est franchement faire preuve de malhonnêteté parce que c'est une réalité. Et on l'a vu à l'époque de Khabib, qui les a tous pris dans leur prime. Et donc voilà, il faut pas le nier, franchement. Gaethje, même Poirier, même si Poirier il a fait des évolutions et qu'il a réussi à défendre, mais Gaethje, effectivement, c'est pas Chandler. Enfin, tu vois, c'est des combattants. Enfin, effectivement, c'est pas le meilleur top 5. Je regarde le top. Bon, sur le top 5. Tsarukyan numéro 1. Donc ce combat a vraiment du sens. Oui. Derrière, tu as Oliveira, on a vu ce que ça a donné. Ensuite, tu as Justin Gaethje, ça m'intéresse pas. Tu as Poirier, on a vu ce que ça a donné. Tu as Holloway. Holloway lui manque peut-être un combat. Je veux le revoir après sa défaite contre Topuria. Faire un autre combat en lightweight pour voir ce que ça donne. Derrière, tu as Dan Hooker. Je pense que le résultat, on a vu ce que ça a donné. Ça serait potentiellement la même chose. Michael Chandler, il apporte toujours cette folie sur le premier round, mais soyons lucides. Il y a peu de chance. Il y a très peu de chance qu'il fasse quelque chose. Là, vraiment, là, finalement, stylistiquement, il n'y a pas grand monde à lui opposer à Makhachev. Il y a pas grand. C'est ça. Il a la chance d'être dans une qui est classé que 8e et qui a enchaîné des victoires et des défaites. Mais qui, stylistiquement, ça peut être intéressant, même si je le vois se faire dominer quand même, au final, parce qu'il n'apporte pas de finish, en fait, Gamrot. Et il finirait par se faire dominer. Donc honnêtement, moi, j'étais vraiment pour ce combat contre Tsarukyan. Et après, OK pour la montée. Je pense que c'est le bon moment, finalement. Même si, comme tu dis, il n'a pas pris tout le monde. Est-ce qu'il y a besoin de tout le monde, vu l'état de la KT? Je ne pense pas.
On est d'accord que cette KT, c'est pas ce qui se fait de mieux, et c'est pour ça quand on parle de pound for pound, quand on parle de tous ces trucs-là, Non, enfin, mais ça, ça a c'est la du valeur que commerce, celle ça, que pas tu veux, surprendre. voilà, ça a la valeur que celle que tu veux lui donner. Aujourd'hui, Dana White, il a dit qu'il reconnaissait Islam comme le numéro un pound for pound après avoir battu Moïcano. On sait très bien que s'il fait ce revirement et qu'il retourne sa veste, c'est parce que ça lui donne un argument supplémentaire pour essayer que John Jones accepte le fait de combattre contre Aspinall pour récupérer, titiller encore son orgueil. Moi, je le vois, je le sens comme ça. C'est pas parce qu'il a battu Moïcano qu'il le donne le numéro 1 pound for pound. S'il avait battu Tsaroukian et qu'il le donne, ok, je dis bon, allez, pourquoi pas, tu vois. Mais c'est pas après Renato Carnero Moïcano que tu lui donnes, que tu changes d'avis et tu dis ouais, ok, d'accord, c'est bon, c'est le pound for pound, tu vois. Je parle pour Dana White, hein. Je parle pas, c'est Ouais, pas mes ouais, mots. ouais, Je ouais, parle ouais. pour Dana White. Ouais. Donc, Non, mais donc, euh, donc voilà. Si, hein, et je le dis et je le répète, moi, même s'il y en a, ils disent ouais, c'est du second zone, c'est ce que tu veux, c'est tralali, c'est tralala, moi je le mettrais bien contre un Fiziev. Fiziev, ce combat-là m'intéresse en opposition de style. J'aimerais bien le voir contre un Fiziev. Parce que Fiziev, c'est une bonne défense de lutte, c'est un excellent striking, un striking d'élite. Pourquoi pas, tu vois? Et j'aimerais bien le voir Fiziev contre un profil comme ça aussi, lui aussi en termes de test, tu vois? il est trop loin, Fiziev. Hein? Il est trop loin, Fiziev. Oui, oui, non, mais il est trop loin, certes. Mais tu vois, c'est dommage parce qu'en opposition de style, tu vois, j'aurais bien voulu le voir. Et pourquoi il est trop loin? Parce qu'aujourd'hui, on garde des mecs qui, enfin, parce qu'ils ont encore leur place ici, tu me diras. Il est Mais trop des gens loin qui parce sont qu'il là a depuis perdu. 1000 ans. Parce que quand il a eu l'occasion de prendre la place bien classée contre Gedji, Oui, il a perdu, il a effectivement. perdu. Mais parce que voilà, il reste compétitif, tu vois. Mais c'est ça qui est dommage. Cette KT, elle est bouchée. Elle est bouchée par des gatekeepers trop forts, tu vois. C'est ça. Des gatekeepers qui battront jamais le champion, en fait. Et qui battront jamais le champion parce que le problème, c'est que c'est des gatekeepers qui ont un style qui correspond au champion. Tu vois, qui est dans l'opposition de style. Ouais. Qui était Khabib à l'époque et qui est Islam aujourd'hui. Tu vois. Donc oui, c'est pour ça. Aujourd'hui, quand on me dit, ouais, maintenant je suis plus, tu vois, je me dis, bon, bah vas-y, qui monte. Mais c'est vrai que j'aurais voulu de Tsarukyan d'abord. Quand même, j'aurais voulu de Tsarukyan d'abord. Ce combat me hype énormément. Attends, Et parce que peut-être que ça. Dana White, il peut vite retourner sa veste et finalement dire Tsarukyan, il prend le prochain title shot, tu vois. Je serais pas Oui, surpris qu'il change d'avis. ouais. Mais il faudrait que ça se fasse de toute façon. Et Ouais. après, qu'il monte, qu'il essaye contre Belal, parce que il l'a dit, hein, Belal. J'ai entendu des gens qui disaient, il veut pas affronter Belal. Si, 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 il a dit qu'il pouvait s'asseoir à une table avec, ils ont le même manager et qu'ils peuvent s'asseoir à la table pour aller l'affronter. De toute façon, il le dit, il le répète, il ne quittera pas ce sport sans avoir tenté sa deuxième ceinture. Ouais. Donc, il va le faire. Et peu importe qui ce sera en face. Et s'il veut tenter une troisième ceinture, bah, qu'il le fasse. Hein. Mais bon, c'est pas gagné d'avance. Ah C'est non, pas gagné d'avance. c'est sûr. Mais pour le coup, là, je salue la prise de risque si ça se fait. Pour de vrai, effectivement. Moi aussi. Moi aussi. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé. Bon, il y en a déjà beaucoup hein, qui nous l'ont dit aussi sur le petit réel que j'ai fait, enfin le short que j'ai fait sur YouTube avec notre pronostic. Mais bon, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet événement, des différents combats, toujours avec des arguments, s'il vous plaît. C'est mieux, c'est mieux, c'est plus facile de répondre. Donc voilà. Et toujours dans la bonne entente, dans la bienveillance et dans la bonne humeur, s'il vous plaît aussi. Ne vous attaquez pas les uns les autres parce que ça sert à rien de toute façon. On est là pour créer de la bonne ambiance, on essaye de faire en sorte de faire un podcast sympathique. Donc restez sympathique en commentaire aussi, c'est ce que vous avez toujours fait jusqu'à maintenant. Faites en sorte que ça ne change pas, d'accord et une petite chose, parce qu'on m'a posé la question, je supprime 0 commentaire, les amis. Donc s'il y a des commentaires qui sont supprimés, ça veut dire que c'est l'algorithme qui l'a fait. Et si l'algorithme supprime des commentaires, bah, posez-vous les bonnes questions. C'est qu'il méritait pas d'être sorti. Donc voilà. Non, mais même Mais en moi, tout des cas, je fois, ne je supprime vois des rien. commentaires. Je vois des commentaires et puis après, je ne les retrouve plus. Et pour le coup, il n'y a pas d'insulte ou autre. Donc, je pense que ça arrive qu'il y a des commentaires qui sautent, je ne sais pas pourquoi. Ouais, en tout cas, sachez une chose, je ne supprime rien et on assume tout. Et j'ai assez débattu avec l'ensemble d'entre vous pour que vous compreniez que je ne supprime rien et que je suis plus dans le dialogue et d'essayer de trouver un terrain d'entente, en tout cas de débattre, plutôt que De toute façon, de venir et d'être si dans vous le la haine connaissiez du comme je le commentaire. connais, le mec aime trop le débat pour supprimer quoi que ce soit. Ah ouais. Ah, Ah oui, mais la vie n'est pas drôle si t'as pas un débat intéressant tu sais, dans ta vie. Donc c'est pour ça.
Oh là là, j'ai failli faire une dinguerie. J'ai failli parler d'un sujet, il fallait pas en parler et je n'en parlerai pas. En attendant, n'oubliez pas donc le jeu concours jusqu'au 28 janvier, 20h sur Instagram pour Import Fight pour gagner cette paire de gants Hit and Move d'une valeur de 249 euros. N'oubliez pas le Tatami 15 pour 15% de réduction sur toute la boutique. Et puis, commentez, likez, partagez, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Et puis voilà, il ne nous reste plus que le lien de toute façon pour Import Fight, il est en description. Le lien Tipeee est en description aussi. Et puis, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut!